Voilà, monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, le 17 septembre 2024. Désolé pour le léger retard. Nous allons évoquer deux thèmes ce soir, proches de l'actualité. Les inondations, vous le savez, l'extrême nord vit depuis quelques jours une catastrophe vraiment naturelle. Des inondations, plus de 200 000 personnes déplacées, plus de 11 morts, des dégâts extrêmement importants, pas d'école, des familles, des hectares de terre qui sont inexploitables, de bétail qui est parti dans les eaux. Une triste nouvelle, le gouvernement essaie de se mobiliser. On annonce d'ailleurs la venue sur le terrain du ministre de l'administration territoriale qui va distribuer un certain nombre de dons présidentiels. On parle de 350 millions de francs en espèces débloqués et certainement d'autres dons en nature. Premier thème donc, inondation, les politiques publiques noient l'extrême nord. Le second thème parlera des élections présidentielles de 2025. Ces candidatures qui interrogent, on le voit de plus en plus au sein, qui c'est peut-être des coalitions, mais aussi des individus, des personnalités, qui désormais se portent candidats à la candidature aux élections présidentielles de 2025. 4 panélistes pour ces deux thèmes. D'abord, je dis bonsoir au docteur Robert Biaké. Il est enseignant, quelqu'un qui est très intéressé, spécialisé sur les questions environnementales. Bonsoir donc. Bonsoir, monsieur Peter. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bonsoir à mes co-panélistes et à vous, millions de téléspectateurs. J'ai ouffé parce que vous ne m'avez pas trahi. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas eu sur le plateau. Pourtant, votre expertise est nécessaire. Elle est nécessaire quand on en a besoin. Si le sujet n'est pas d'actualité, il n'y a pas de raison que je vienne sur les plateaux. Merci infiniment pour votre disponibilité. Je voudrais dire bonsoir à Célestin N'Djamène. Bonsoir, mon cher. Bonsoir mon cher député, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir d'être de nouveau sur mon plateau. Un temps certain. Je ne suis pas venu, mais c'est toujours un plaisir d'être là et de saluer tous ceux qui nous regardent. On est là pour apporter de notre modeste contribution aux sujets qui ont été suggérés. C'est le Saint-Germain qu'on présente, puis le président de APAR. Merci infiniment de cette amitié renouvelée. Je dis bonsoir à Serge Mpele Onana du RDPC, sa casquette officielle de ce soir. Bonsoir monsieur Dipita Tongo. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un grand honneur d'être sur le plateau de Cadre sur table. Nous espérons apporter notre modeste contribution à l'éclairage de l'opinion. Nous remercions d'ailleurs la hiérarchie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a bien voulu nous autoriser à prendre part à ce débat républicain pour donner la position du RDPC sur les grands dossiers de la République de l'heure. Je ne voudrais pas être avare, mais il n'est pas mauvais de dire que vous êtes un spécialiste des questions météorologiques. Vous en êtes d'ailleurs le responsable ici au niveau du littoral, même si ce n'est pas forcément la casquette qui vous amène. Mais cette expertise, évidemment, au regard des thèmes, sera convoquée ce soir. Naturellement. Merci infiniment. Enfin, Salmon Béas, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. J'aurais dû dire l'intrépide. Pourquoi? Je ne sais pas. Je dis bonsoir à mes co-discutants. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Ça fait très longtemps. 4 ans. 4 ans que je n'ai pas assisté à une émission sur ce plateau. Beaucoup doit couler sous le pont, il faut le dire aussi. On peut le dire ainsi, mais je suis très content, je suis très équilibré et j'espère que nous aurons un débat extrêmement instructif pour, n'est-ce pas, les citoyens camerounais qui nous regardent. Évidemment que nous partageons ce plaisir de vous retrouver et nous sommes impatients d'avoir vos analyses. Je rappelle évidemment que vous êtes du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci infiniment pour également cette amitié renouvelée. On va donc prendre la transition et on rentre tout de suite dans le premier thème. On parle des inondations pour apprécier qui c'est peut-être les mesures prises par les pouvoirs publics et les actions des différents acteurs sociopolitiques. Peut-être d'abord la parole aux deux spécialistes, si on peut le dire ainsi, concernant les causes, essayer d'explorer les facteurs, l'urbanisation, la déforestation et les activités agricoles qui contribuent aux inondations. Professeur, je commence avec vous. On connaît la zone, l'extrême nord. Une zone aride, a priori.
façon générale. Donc, et du coup, qui n'est pas forcément, qui n'a pas de forêt. Mais ces eaux, lorsqu'elles arrivent, elles sont à l'antipode de la chaleur. Comment est-ce que cela peut s'expliquer? Qu'est-ce qui peut véritablement causer ces dégâts, ces inondations-là? Ça m'étonne un peu parce que dans la géographie du Cameroun, nous avons étudié les saisons. Bien sûr. Donc, ça veut dire que logiquement, nous connaissons la périodicité de la saison sèche et de la saison des pluies. Absolument. Normalement, comme je le dis, nous sommes en pleine saison de pluie dans la zone du Nord Cameroun. Bon, c'est lié à les latitudes, je ne vais pas entrer dans ce débat un peu complet, un peu scientifique. Donc, les pluies sont attendues dans la zone du Nord Cameroun, qui est presque sahélien. D'accord. Les pluies, ils sont attendus pendant à peu près 2 mois. Rarement, ça atteint 3 mois. Et pendant cette période de pluie, nous avons des pics, c'est-à-dire que la pluviométrie, elle est très intense, c'est-à-dire que la quantité d'eau qui tombe, elle est abondante. C'est ce qui nous arrive ces jours-ci. Le seul problème, c'est que, généralement, ce n'est pas la même quantité, ça oscille autour d'une valeur moyenne. Il se trouve que cette année, nous avons eu le maximum de pluie par rapport à ce qui est attendu. Alors, ça crée ce qu'on appelle des catastrophes. Donc, ce que nous vivons actuellement au nord, c'est une catastrophe. Et une catastrophe va avec des désagréments, les populations qui sont qui sont inondées, les bétails qui partent, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui caractérise la catastrophe que nous observons au nord. Mais ce qu'il faut se dire, ça ne doit pas être une surprise totale. Ce n'est pas une surprise totale pour les spécialistes qui sont en charge de la gestion des phénomènes climatiques. C'est-à-dire que dans toutes les directions, vous allez prendre un juriste qui va gérer les problèmes de droit. Vous allez prendre ainsi de suite. Donc, dans un pays comme le nôtre, il y a des responsables en charge de la gestion des problèmes climatiques. Et quand on parle de problèmes climatiques, il y a particulièrement ces phénomènes de saison de pluie et de saison sèche. Donc, quand on parle de saison de pluie, on sait ce qui peut arriver pendant les saisons sèches. Et généralement, on se sert des expériences des années antérieures pour anticiper sur les conséquences des phénomènes qui peuvent arriver sous forme de catastrophes. Donc, est-ce que nous avons essayé d'anticiper, pas pour éliminer, pour réduire les conséquences de la catastrophe? Ce sera certainement l'une des prochaines questions pour après dégager les responsabilités. Alors Serge Mpélé, je reprends la même question sur le plan strictement météorologique. Qu'est-ce qui peut justifier les causes? On parle beaucoup du changement climatique. Est-ce que c'est un prétexte qui sait peut-être ne pas éventuellement permettre les prévisions? Est-ce qu'il y a d'autres causes, il y a d'autres phénomènes qui peuvent expliquer cette récurrence? Il faut le dire, ce n'est pas la première fois. 2012, 2019, on en a connu, nous sommes en 2024 aujourd'hui. Bien entendu, au-delà de la cause géographique que le professeur a indiqué tout à l'heure, il y a naturellement la cause climatique qui est une cause d'abord globale. Il faut le faire savoir ici. C'est-à-dire que ce que nous vivons actuellement est la conséquence d'un mépris de l'environnement qui s'accroît avec le temps. Ce mépris se manifeste de plusieurs manières. Vous avez parlé vous avez évoqué dans votre introduction l'atteinte à la couche d'ozone à travers la pollution, l'émission des gaz à effet de serre qui s'intensifie dans notre planète et dans notre société. Il y a également la déforestation qui a également été évoquée, qui a aussi un rôle important parce que vous connaissez que la forêt a un rôle de régulation du climat qui justement est indéniable. Donc lorsque la forêt est détruite au mépris même des règles que nous nous sommes nous-mêmes établis sur le plan législatif, on en arrive là. Vous avez également à côté de cela d'autres causes qui sont de plus en plus visibles dans notre société. L'émission par exemple du méthane
due à la mauvaise gestion des ordures ménagères, a également un rôle important dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que le méthane est un gaz à effet de serre très important qui détruit la couche d'ozone. Et donc, ces éléments-là se manifestent donc par un réchauffement de la planète, un réchauffement climatique, qui entraîne donc, depuis un certain nombre de temps, une récurrence, comme vous l'avez précisé, des phénomènes météorologiques extrêmes. Quels sont ces phénomènes météorologiques extrêmes? Ce sont des pluies diluviennes, comme c'est le cas actuellement dans l'extrême nord, qui amènent les fleuves à sortir de leur lit. Et ces pluies diluviennes-là ne sont pas l'apanage du Cameroun. On assiste à ce phénomène partout. Vous avez suivi l'actualité en Europe de l'Est. Si je prends le cas de l'Autriche, on atteint aujourd'hui des pics de crue dus aux pluies diluviennes qui emportent des vies, entraînent des dégâts matériels importants et compromettent l'avenir des générations futures. En plus de cela, vous avez donc d'autres causes plus endogènes propres à la région de l'extrême nord, comme la topographie. Si vous regardez bien l'extrême nord, vous allez vous rendre compte que c'est une zone plate où il n'y a pas de pente pratiquement. Et cette topographie ne facilite pas une canalisation naturelle des eaux. Vous avez la texture du sol qui est imperméable, dont le taux d'infiltration des eaux n'est pas évident. Quand vous ajoutez à ces raisons topographiques des raisons démographiques, parce que l'extrême nord quand même c'est une bonne partie de la population du Cameroun, cette démographie exige des besoins en logement dans un environnement où l'urbanisme, n'est-ce pas, cherche encore ses traces. Donc, on arrive donc à une occupation anarchique des sols qui empêche également l'absorption ou le ruissellement des eaux dans un contexte topographique déjà compliqué. Vous ajoutez maintenant à cela les questions d'assainissement urbain, c'est-à-dire les infrastructures de drainage qui ne sont pas toujours appropriées ou adaptées à cet environnement-là. Ça vient compliquer la tâche. Dans un faisceau de faits qui conduisent à ces inondations. Naturellement. Des faits naturels, mais aussi des faits humains. Humains. Des prises de décision. Exactement. Pas forcément. Tout à fait. Il faut aussi ajouter des effets sécuritaires. Vous savez très bien que c'est une région qui a été exposée, qui est même encore exposée. Dieu merci, grâce à la politique dynamique et résiliente du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui parvient à stabiliser cette zone-là. Vous avez constaté que les exactions de la secte islamiste sont de moins en moins visibles, mais il faut dire que l'effort de guerre a demandé beaucoup de moyens au gouvernement pour stabiliser cette région-là, de manière, n'est-ce pas, à permettre que la vie, c'est-à-dire que l'accès à l'école, l'accès aux services sanitaires, l'accès à la religion, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une zone très islamiste, soit garantie. Donc c'est à mettre à l'actif du chef de l'État. Mais cela a demandé des moyens importants qui auraient pu être mobilisés pour le développement urbain, pour l'aménagement urbain, mais qui ont ralenti un tout petit peu la dynamique de l'État en la matière. D'accord. Alors, Salmon Beya, vous, on a écouté les spécialistes qui ont évoqué évidemment un certain nombre d'éléments pour comprendre les causes de ces inondations. Vous, dans quel registre mettez-vous ces phénomènes-là? En fait, les spécialistes ont eu beau jeu, n'est-ce pas, d'expliquer les causes de ces phénomènes. Alors, je ne suis pas bien placé pour les contredire là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion de ces catastrophes par l'État. C'est un autre pan de l'émission. D'accord. Mais je vous laisse poursuivre. Effectivement, c'est ce qui m'intéresse. Parce que quand on est dans un pays comme le Cameroun, on a des services compétents qui gèrent différents pans de l'administration publique. Parmi ces services compétents, il y a notamment les services de météorologie qui ont le rôle d'alerte, de la prévention de ces catastrophes qui pourraient survenir à des endroits dans le pays. Alors ces services compétents ont le rôle, n'est-ce pas, d'analyser tous ces phénomènes
et de pouvoir donner des indicateurs de réaction aux différentes autorités du pays afin que le moment venu, comme nous en sommes actuellement, que nous puissions avoir la meilleure réaction nécessaire pour que les populations soient de moins en moins affectées. Et quand nous regardons la façon avec laquelle ce phénomène est en train d'être traité aujourd'hui, nous avons un profond regret de voir qu'il y a plusieurs pans de l'administration qui ne fonctionnent pas. Alors, quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, nous voyons bien qu'il y a des services compétents qui entrent dans l'action à 3 niveaux. Au niveau de la prévention des catastrophes, au niveau de l'action quand les catastrophes sont déjà là, et après les catastrophes. Alors, avant les catastrophes, les services de météorologie entrent en scène, font des prévisions, donnent des signes d'alerte pour dire à l'administration publique, à tel endroit, il pourrait se produire tel phénomène en fonction de tel, de tel climat, en fonction, de telle prévision. Et les services compétents, qui sont notamment le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de l'administration territoriale, notamment dans la direction de la protection civile, nous avons le ministère de la Défense, nous avons le ministère de la Santé, éventuellement le ministère de l'Habitat. Tous ces ministères ont donc pour rôle de mettre sur pied des protocoles d'action au cas où les catastrophes ne sont pas encore là. Mais dans le cas où les catastrophes sont déjà là, comment agir pour que les populations soient de moins en moins affectées? Quand nous regardons un peu les actions qui sont posées, n'est-ce pas, à l'extrême nord aujourd'hui, nous ne voyons pas les sapeurs-pompiers, nous ne voyons pas les services du ministère de la Défense. La seule action qui est menée, ce sont les 350 millions de francs qui ont été décaissés et dont on a rapidement fait... Il faut quand même le dire pour le corriger, les services spécialisés sont déployés. La protection civile est dessus. D'ailleurs, dans son intervention radio, le MINAT l'a clairement dit. Avant ces phénomènes, la protection civile était à déployer. Au moment où nous parlons, nous savons que les forces de défense et de sécurité font énormément d'interventions, les sapeurs-pompiers, pour essayer de limiter les dégâts. Je vais vous dire, nous tous nous suivons l'information. À quel moment ces services sont intervenus? À quel moment? Alors, nous avons vu au niveau des informations qu'un pont a été cassé. Alors, je présume, j'imagine que les services de météorologie avaient déjà donné l'alerte que ce pont représentait un danger au vu, n'est-ce pas, des conditions climatiques qui prévoyaient dans cette région. Et si je veux même aller au niveau du ministère de l'Habitat, quel est le type connaissant n'est-ce pas, les caractéristiques de cette région, quel est le type de construction qu'on peut ériger là-bas et qui soit adapté. Aujourd'hui, quand nous regardons les interventions qui sont faites, nous nous rendons compte à l'évidence que l'État n'a pas agi à temps, l'État a été pris à contre-pied et ce sont des populations malheureusement aujourd'hui qui sont en train de subir. D'accord. Et vraiment c'est extrêmement désolant. Il faut le dire, et je parle là sous le contrôle de Serge, il y a quand même eu des communications qui ont été faites pour les alertes. D'ailleurs, elles sont régulières désormais. Hein. Nous sommes dans des forums où on en reçoit assez souvent la météo qui nous indique le temps qu'il fera au fur et à mesure que la journée évolue. Célestin Djamène, vous, si on vous demandait à l'analyse quelles seraient les causes de ces phénomènes naturels-là? Oui, je crois qu'il faut d'abord, et je crois que les différents intervenants ont bien fait d'abord de faire une distinction entre le réchauffement climatique, avec les changements climatiques, et les inondations, qui est vraiment le cœur du débat. Concernant les changements climatiques, il faut rappeler qu'effectivement, il y a ce phénomène naturel qui est le gaz à effet de serre, je crois que tu as parlé, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone va s'échapper dans l'atmosphère et va capter le soleil qui va l'empêcher de s'échapper. Donc ce qui fait que forcément, il y a un réchauffement généralisé de la planète. Donc nous sommes là dans le réchauffement climatique. Et forcément, généralement, ce phénomène est amplifié dans les pays industrialisés, où il y a un usage excessif des énergies fossiles comme le pétrole et le gaz, ce qui fait que les températures augmentent sur le plan mondial chaque année. Maintenant, les inondations, il faut savoir que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu inondation. C'est pas nouveau. Le problème, c'est que dans les zones habitées, zones habitables,
il n'y a que les... Tout à l'heure, on a parlé de la déforestation. Il y a les constructions qui se font partout. Il y a les phénomènes d'agriculture intense qui se font. Et forcément, les zones naturelles ne sont plus là pour contenir l'eau et ralentir, n'est-ce pas, la poussée de l'eau. Ce qui fait que forcément, quand il y a des habitations autour, quand il y a des entreprises, des boutiques qui sont là, les catastrophes sont énormes. Parce qu'effectivement, les zones naturelles ont été détruites. Alors, c'est vrai aussi pour l'extrême nord, on parle du maillot d'Hanaï, mais évidemment, là aussi, il y a des maisons qui ont été touchées, on parle de 800 000 personnes impactées, de 8 000 maisons qui ont été touchées, mais le phénomène, c'est que si on se met à faire des constructions sauvages, à faire l'agriculture intensive, à construire n'importe où sans respecter le plan d'aménagement du territoire, parce que quand on parle d'occupation anarchique, c'est bien parce que le plan directeur de la ville n'est pas respecté. Donc forcément, quand ce n'est pas respecté, les catastrophes humaines sont énormes. Moi, je passais ce matin à Youpoué. Youpoué, vous savez que c'est un quartier de Douala, premier, qui s'est disputé entre le maire de Douala premier et le maire de Douala deuxième. Il y a des marais, il y a des mangroves, il y a des prairies. Généralement, quand il y a inondation, ces prairies ont la vocation naturelle de contenir de l'eau, de retenir de l'eau, et donc de ralentir la course de l'eau. Eh bien, quand il y a déforestation, quand il y a des constructions anarchiques, c'est-à-dire quand le plan directeur de la ville n'est pas respecté, il se passe quoi? Il se passe que l'eau cherche un endroit pour s'enfuir. Et quand l'eau revient en surface, naturellement, la vitesse est plus forte. Et s'il y a des habitants autour, eh bien évidemment, c'est des catastrophes, c'est des gens qui sont tués. On parle de 14 morts pour l'extrême nord, mais ça peut être pire ailleurs. Et ce n'est malheureusement pas un cas spécifique au Cameroun, c'est un peu partout dans le monde. Donc il y a des moyens de résorber ce phénomène. Il faut donc réaménager sur le plan de l'écosystème les zones où il y a eu une forte déforestation. Il faut essayer de respecter les schémas directeurs de la ville. Je sais que, par exemple, pour prendre le cas de Douala, c'est depuis 2009 qu'il y a un plan directeur de la ville, d'urbanisation, mais qui n'est pas respecté. Vous connaissez la zone de Cité-Sic, Douala, où il y a beaucoup d'habitations construites dans des zones inconstructibles, sous les yeux et sous la conscience des autorités, qui vendent des terres à des gens misérables, mais qui ne savent pas où construire. Donc malheureusement, ils prennent des risques d'habiter dans les zones marécageuses, ce qui fait qu'à la moindre pluie, eh bien, ces gens-là sont submergés, inondés, tout est foutu, les biens et les personnes. Donc en vérité, il faut en premier lieu éviter de construire dans les zones inconstructibles, les zones rouges. C'est bien pour ça qu'on les a classifiées comme zones rouges. Mais au pays, les choses qu'on peut éviter, on fait les choses complètement à l'envers, et ça donne ce que ça donne. Malheureusement, ce n'est pas la première fois, mais jamais on a su tirer des leçons. Donc, par conséquent, je crois qu'il va falloir, sur le plan écologique, savoir que les pluies diluviennes sont un phénomène naturel, mais qu'il faut redonner à la nature sa place. Parce que si chaque fois on veut bétonner la ville, il n'y a même pas d'espace vert, les zones sont complètement construites partout, les gens se mettent là où ils peuvent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Évidemment, quand il y a la moindre pluie diluvienne, mais la pluviométrie augmente, et puis voilà. Et même à l'époque, quand les crues débordaient, quand le lit des rivières débordait, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que ces zones naturelles qu'on respectait absorbaient de l'eau, et naturellement, il y avait moins de catastrophes humaines. Donc voilà, donc il faut revenir à la nature, et puis redonner à sa place la ville telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire que les forêts urbaines sont importantes pour la ville. Il n'y a plus de forêts urbaines. D'accord. Par exemple. On a évoqué certes sommairement l'impact avec le bilan qui a été donné. Cela dit, essayons d'interroger à présent la réponse du gouvernement, voir si les mesures prises pour gérer ces catastrophes ont permis tout au moins de limiter les dégâts et surtout, après la catastrophe, de sécuriser les populations qui désormais sont sans abri. De ce point de vue, Serge, est-ce que la réponse jusqu'ici apportée, qui c'est peut-être correspond aux besoins, correspond à l'importance des dégâts, est-ce que le gouvernement a véritablement pris le taureau par les cornes? Alors, c'est un peu tôt pour en juger. Je voudrais faire une passerelle, Monsieur Dipita, sur les conséquences. On a parlé des causes. Les conséquences sont inquiétantes et elles vont d'ailleurs se poursuivre. Très rapidement, il y a déjà le risque de choléra. Parce qu'en pareille situation, généralement, les maladies ou les épidémies hydrovéhiculées, notamment les maladies hydriques, en particulier le choléra, sont à redouter. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la descente du ministre de la Santé publique
pour anticiper en mettant en place un dispositif préventif pour éviter C'était le premier membre du gouvernement à descendre sur les lieux, parce que généralement c'est la conséquence immédiate. Ensuite, n'oubliez pas que c'est une zone qui ravitaille quand même le sud en viande de bœuf, en arachide. Donc il faut imaginer très bientôt une augmentation du coût, du prix sur les marchés périurbains et urbains de ces produits-là. Ensuite, vous avez l'école qu'il faut sauver, parce qu'il y a une bonne partie d'écoliers et de familles qui ne peuvent pas avoir accès à l'école du fait des salles de classe qui sont piégées par les eaux. Ensuite, vous avez également, et il ne faut pas l'ignorer, justement, une certaine vulnérabilité également des autres parties de cette région-là, sous la menace justement de ces eaux-là. Donc, ces conséquences-là méritent donc une stratégie d'intervention qui soit non seulement à même de répondre aux défis justement de protection des personnes et des biens, mais aussi à intégrer ces autres risques à court terme qui vont très vite se manifester. Alors, le ministre de l'administration territoriale a indiqué qu'un plan prioritaire d'intervention sur la base des informations qui ont été données par les autorités locales et municipales mettra en avant les personnes vulnérables. Ça veut dire qu'en pareille situation, il y a les enfants qui sont plus vulnérables, il y a les femmes enceintes, vous savez que c'est une zone très féconde, il y a les personnes à mobilité réduite qui n'ont pas la latitude de se défendre en pareille situation. Donc, il y a cette catégorie sociale-là qu'il faut davantage, n'est-ce pas, prendre en charge. Donc, l'intervention, comme l'a dit le ministre de l'administration territoriale, est une intervention d'urgence qui prend en compte les personnes directement impactées et les plus vulnérables. Maintenant, il est évident qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, d'autres mesures, n'est-ce pas, d'intervention seront prises. Vous s'adaptez à la situation. À l'évolution de la situation. D'urgence parce qu'on n'a pas anticipé, ou situation d'urgence parce que bon, je sais pas. Je ne dirais pas qu'on n'a pas anticipé. Déjà, c'est bien de noter que le dispositif d'alerte au Cameroun est excellent. Le président de la République a créé des organismes spécialisés, en plus de la direction de la météorologie nationale du ministère des Transports. Vous avez l'Observatoire national sur l'adaptation au changement climatique. Vous avez l'Observatoire national des risques. Vous avez justement un travail en amont qui permet aujourd'hui de rendre l'information climatique accessible à temps et disponible auprès des décideurs. Et je suis sûr que n'eût été, n'est-ce pas, cette synergie d'action entre l'alerte des services techniques compétents en matière météorologique et climatique et les autorités locales ainsi que municipales sur le terrain, avec justement l'appui, comme l'a rappelé le ministre de l'administration territoriale, de la direction de la protection civile, qui est sur le terrain depuis. Elle n'a pas attendu que cette situation dégénère. On aurait eu une situation pire, monsieur Dipita. Regardez ce qui se passe au Tchad. Si vous essayez de faire le bilan des conséquences, de l'impact au Nigeria, actuellement, au Nigeria même, est parti à plus de 40%. Voilà, où les moyens sont plus importants qu'au Cameroun. Vous comprenez quand même qu'il y a eu, n'est-ce pas, un dispositif qui a été mis en place pour limiter les dégâts et pour préserver les vies. Salmon Béa, avant le prof, sur la mobilisation du gouvernement, sur les réactions observées, on a pu voir, on l'a dit tout à l'heure, le ministre de la Santé est descendu, le MINDU y est également allé avec le ministre de la Jeunesse. Là, le MINAT, après les annonces, est sur le chemin pour le déploiement continu des équipes et la coordination des actions menées. Selon ce que nous voyons sur le terrain, nous voyons que la réaction est assez lente et les mesures prises sont assez limitées. Alors, j'ai dit dans mon propos liminaire que quand l'administration publique fonctionne normalement, il y a les services de prévention. Quand on a des services de prévention qui fonctionnent bien, on met sur pied des protocoles. Quand nous regardons un peu comment cette catastrophe est gérée, quel est le protocole mis sur pied
dans la gestion de cette catastrophe. On a l'impression que c'est chaque département qui se lève, chaque ministre qui se lève et fait n'importe comment. Non, quand on regarde ailleurs, il y a les protocoles. Actuellement, pendant qu'il y a cette inondation, il devait avoir, n'est-ce pas, oui, mais en même temps, c'est bien sectoriel. Hein, c'est tout des un ministres protocole qui sont concernés. Qui devait être mis sur pied. Santé, urbanisme, habitat, voilà. Et puis la MINAT. Qui devait renfermer pratiquement 4 administrations. Le MINAT, la santé, la défense et éventuellement l'habitat. Alors, au niveau des interventions, qu'est-ce que la direction de la protection civile fait? Qu'est-ce que les services du ministère de la Santé font? Qu'est-ce que le ministère de la Défense, en termes de déploiement, fait? Et qu'est-ce que le personnel du ministère de l'Habitat a mis sur pied, éventuellement avec les organisations humanitaires? Quand nous regardons, nous apercevons tout simplement que les responsables de toutes ces directions sont là, mais nous ne voyons pas en termes d'impact la coordination dans l'action. Alors, comment on fait pour agir? On commence par faire quoi? Est-ce qu'on commence par sauver les vies? Est-ce qu'on commence par sauver le bétail? Est-ce qu'on commence par mettre sur pied, n'est-ce pas, des sites de recasement? Est-ce qu'on commence par sauvegarder des points névralgiques, notamment l'électricité, notamment l'eau, notamment les hôpitaux, qui sont des services qui peuvent être impactés et qui peuvent rendre la vie difficile? Nous ne voyons pas jusqu'à présent. La seule chose que nous avons observée, ce sont les 350 millions de francs offerts, selon eux, par le chef de l'État. Ils n'ont même pas eu, n'est-ce pas, le courage de préciser que c'est l'argent public qui a été décaissé. Est-ce qu'on doit attendre que, que les catastrophes comme ça arrivent pour que le chef d'État se lève et dise qu'il débloque une somme de 350 millions? Ce n'est pas comme ça que ça doit se gérer. Nous avons notamment la ligne 94 qui avait effectivement été mise sur pied pour prévenir ce genre de catastrophe. À quoi sert la ligne 94? Récemment, nous avons vu des catastrophes qui ont été, n'est-ce pas, sur les pillages, sur les détournements massifs et baba, sur cette ligne budgétaire qui a été prévue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les populations de l'extrême nord sont délaissées parce que les réponses apportées par l'administration publique sont assez obsolète. Je suis en train de le dire avec gravité parce que ça me fait mal. La gravité, mais on ne peut pas le dire avec... Monsieur Dupita Tongo. Non, pourquoi on ne peut pas le dire? On l'a suffisamment martelé. Le gouvernement est quand même en mouvement. Monsieur Dupita Même si ce n'est pas suffisant, le MinSanté est descendu sur le terrain. Il y a les travaux. Le MINDU, le MINAT, les TP, on ne peut pas dire que... Et même le déblocage de l'argent, ce sont des actions... Monsieur Dupita Tongo, je suis un homme politique. Je suis d'accord. Je suis militant du mouvement pour la moi, je suis un journaliste. Et à l'heure où je vous parle, mon parti politique a mis sur pied un plan stratégique d'aide aux populations sinistrées. Absolument. Nous l'avons fait à l'époque avec le Covid pour pallier aux défaillances de la gouvernance camerounaise dans la rapidité. Le rôle d'un parti de pallier aux défaillances. On y arrive. On parle des partis politiques tout à l'heure. Je suis en train de vous dire, monsieur Célestin Djamène, un parti politique a un rôle social. Et notre rôle social nous amène, n'est-ce pas, à nous mettre à la disposition des populations camerounaises. Et c'est notre rôle le plus absolu. Seulement, Célestin, pour gagner en temps. Je n'ai pas encore fini, je vais chuter. Oui, mais restons sur les actions gouvernementales. Terminez sur les actions gouvernementales et puis les professeurs prennent la parole. S'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous êtes irrité quand je le dis. Les hommes politiques, on parle, c'est le prochain point. Terminez sur les actions gouvernementales. Je suis en train de vous dire que la réponse du gouvernement par rapport à la catastrophe est extrêmement limitée. D'accord, c'est compris. Mes mots et je les assume pleinement. C'est compris. Prof, sur les actions, les mesures prises par les pouvoirs publics. Je veux revenir sur deux petites choses. Je suis plus technicien. D'accord. Des points de vue qui sont personnels, mais la technique, elle est universelle. D'abord, la première précision, c'est l'ozone. Ça détruit la couche d'ozone, non. Il faut faire attention. L'ozone, ce n'est pas un gaz à effet de serre, c'est un polluant atmosphérique. Polluant atmosphérique. Et l'ozone, on a deux types de couches d'ozone qui se forment au niveau de la troposphère, suite aux réactions de l'oxygène et de l'azote,
Et quand l'ozone se forme, il va monter parce que c'est une molécule difficilement destructible qui va monter jusqu'à la stratosphère pour nous protéger contre les rayons UV. Donc quand on dit qu'on détruit la couche d'ozone, ça veut dire qu'on crée des trous qui permettent que le rayonnement solaire rentre et irrite les peaux. Donc quand vous entendez parler de trou d'ozone, ça veut dire que ce qu'on appelle le CFC, un certain type de gaz qui est émis par les déchets de... Ménagers? Pas des frigidaires. Vous voyez le gaz qui est là, on l'appelle le chlorofluorotoluène. Quand ils sont émis, ils vont, après de 30 km, aller détruire. Et c'est là où ils deviennent dangereux parce que l'ozone qui est là-bas nous protège contre les rayonnements UV. Absolument. Quand ils sont détruits, actuellement il y a des trous qui sont faits parce qu'on émet beaucoup. C'est pour ça que même au Cameroun, il y a lieu d'interdire, c'est vraiment interdire ces vieux climatiseurs et tout ce qu'on va, parce que c'est ça. Oui, la brocante là, elle est très dangereuse parce que ça détruit la couche d'ozone. Maintenant, dans la basse atmosphère, on a encore l'ozone parce que c'est pas tout qui monte, c'est ceux-là qui sont polluants. On les appelle les polluants de seconde génération parce qu'ils interviennent dans les mécanismes qui produisent les CO2. Bon, ça c'est pour dire que faudrait pas considérer l'ozone comme un gaz à effet de serre. C'était la première chose. La deuxième chose, souvent technique, c'est que j'ai beaucoup d'amertume quand j'entends parler de l'ONCC, l'Observatoire national sur les changements climatiques. Je connais particulièrement le directeur. Le Cameroun a souvent trop de structures. On a trop de structures, on parle de l'observatoire, on parle... Moi, je suis scientifique, ça dit que nous, on veut les chiffres. Je n'ai même pas dit que l'alerte. Vous-même, vous pouvez faire l'alerte. Mais c'est sur une donnée crédible qu'on peut bâtir une stratégie. Quand on dit qu'il pleut beaucoup, moi, j'ai posé la question. L'ONC, chaque vous dit en août, là, on parie là. L'année prochaine, 2025, ils vont vous dire que faites attention, à Douala, il va beaucoup pleuvoir en août. Qui a vécu à Douala et qui ne sait pas qu'en août, il pleut? Ce n'est pas ça qu'on attend de l'ONCC. Il faut que ce soit clair. On veut que l'ONCC nous dise dans ses prévisions, la hauteur d'eau était peut-être l'année passée de 20 cm. Cette année, ça sera de 50. Si c'est de 20 et ça passe à 25, il n'y a pas péril dans la demeure. Si ça passe de 20 à 30, il n'y a pas péril. Mais si on passe de 20 à 50, alors là, on peut concevoir, on peut commencer à imaginer des stratégies de juguler cet excès d'eau. Donc, nous dire que, bon, faites attention, alerte, sur quoi? Qu'est-ce qui nous détermine? Ça, c'est la première erreur que je dis. Si l'observatoire veut communiquer, qui nous donne des grandeurs appréciables, qui permettent aux décideurs de mettre en place des actions concrètes. Donc, quand on vient par exemple, quelles sont les actions concrètes? Si je pourrais faire cette précision scientifique. Les actions concrètes, j'ai été un peu gêné, là je parle comme un Camerounais normal. Oui. C'est d'abord de l'humain. Les gens sont morts. Qu'est-ce que les ministres attendent une semaine avant de faire le déploiement politique ou administratif? C'est vraiment regrettable. La première chose, moi, si ce n'est que moi, pauvre, bien que le Premier ministre, à la première, prenait son vol et allait auprès des populations et rentrait. On se sent aimé, on se sent protégé. Et maintenant, on met en branle tout le protocole qui est prévu. On n'invente pas le protocole quand la catastrophe arrive. Il y a d'abord le côté humain que nous devons cultiver. Nos frères, vous savez, je prends les gars à l'ouest. Quand on annonce qu'il y a la mort là, la première chose, vous allez à la maison de deuil avant de revenir. Je vous dis, si on vous dit que vous partez, vous allez présenter vous rentrez avant de préparer le reste. Nous voulons, les populations ont besoin de cette chaleur humaine qui a tendance à disparaître. Tout est devenu très réfléchi, très raisonné, de telle manière que vous parlez, moi j'ai suivi quelques émissions sur le... Ils veulent sentir que vous portez leur douleur avec eux. Et ça manque beaucoup. Et ce qui fait que quand l'administration vient, il y a un côté un peu trop... protocolaire. Mais non, ça dit que... Superflu. Pas superflu, mais un peu trop démonstratif.
il y a un côté très démonstratif, on arrive, le ministre Théâtral. vient, théâtral, ce qui fait que les populations n'adhèrent pas forcément à l'action du gouvernement parce qu'on a l'impression que c'est plus théâtral que sincère. C'est théâtral. Non, moi je dis, on a l'impression. théâtral. Maintenant, je prends un exemple. Qu'est-ce que les ministres vont faire là-bas en tant que ministre? Ils font quoi? Le ministre de la Santé va faire quoi? Personnel, il va faire quoi là-bas? Le ministre, ils mettent en branle le protocole. Celui que nous voulons, c'est celui qui représente l'État. Et les autres, ce n'est que des structures techniques. Il y a au nord toute une direction de la santé et tout. Donc il ébranle ça. Il n'a pas besoin d'attirer sur lui toutes les caméras pour qu'on le voie et qu'il parte. C'est pour ça que je dis qu'il y a un côté qui rend les populations un peu réticentes à apprécier ce que l'État fait. L'État fait des choses, on dit qu'il n'en fait pas, mais on voit que c'est comme si les populations étaient... Pourtant, le fait de jour, mais c'est comment les techniques de communication sont mises en place pour que les populations adhèrent à ce que l'État fait. Donc ça, c'est en tant qu'un citoyen lambda qui parle. D'accord. Alors, Célestin Djamène, vous direz certainement un mot sur les mesures gouvernementales, mais davantage, je vous reprends donc sur l'angle par lequel Salman a embrayé tout à l'heure. Les actions, je veux dire les réactions des acteurs politiques que vous êtes, qu'ils soient du pouvoir, qu'ils soient de l'opposition. On avait beaucoup de communiqués. La plupart des hommes politiques de premier plan ont exprimé leur émotion et ont lancé un appel à la mobilisation et à la solidarité. Est-ce que tout cela est, je veux dire, dans un schéma cohérent pour qu'il sait peut-être avoir une écoute à l'égard des populations sinistrées? Oui, je pense que dans une société dite civilisée, l'élan de solidarité me semble important, indispensable. Ça, il faut le manifester. Tout à l'heure, le professeur parlait effectivement de cette émotion qu'il faut gérer parce que les gens qui sont victimes ont besoin avant tout de cette manifestation de solidarité. De comprendre qu'ils ne sont pas seuls, isolés dans l'extrême nord à subir les catastrophes de la pluie et autres. Mais je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que gouverner, c'est prévoir. C'est la politique. Parce qu'en vérité, il y a les institutions météorologiques qui sont là aussi pour informer les populations des périodes et des moments de pic, de pluviométrie et autres. On doit pouvoir aussi, à ce niveau-là, pouvoir informer les populations que dans la période de juin, juillet, août ou septembre, il y a des risques importants d'inondation. Comme ça, chaque population prend ses distances, s'organise et on évite les catastrophes les plus dramatiques. Est-ce que c'est fait? Parce que même s'il y a un plan d'urgence, il faut ensuite que les populations soient tenues régulièrement informées sur toute la période de l'année. Dans les pays modernes, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en vérité, pourquoi on parle d'inondation, de catastrophe? C'est parce qu'il y a des drames humains, il y a des gens qui meurent, il y a des biens qui sont endommagés, bon, c'est moins grave, mais surtout il y a des gens qui meurent. On parle de 14 mois dans l'extrême nord. Or, si, en une période X, on avait tenu les populations informées qu'attention, il y a une zone, il y a une période à risque, je crois quand même qu'elles auraient pris leurs dispositions. Moi, je fréquente souvent parce que j'ai des amis. Oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la population était informée. Hein. Il y a des bulletins assez réguliers. Si elles sont les populations ne sont pas. Je doute bien qu'elles soient informées parce que. Il y a des bulletins réguliers, il y a des stratégies de porte-à-porte. Une seconde, peut-être, vous reprenez la parole. Je prends un peu un protocole d'alerte. Oui, voilà. Un protocole d'alerte, par exemple, le préfet, parce que ça, c'est un modèle qui a été mis en place au Bénin, qui est le préfet, l'autorité administrative, quand il reçoit l'information, par exemple, que faites attention, dans 3 jours, nous risquons d'avoir un pic de pluviométrie. Voilà. La météo a fait son travail. Quand le préfet prend, on a maintenant des techniques de communication très rapides, il envoie l'information aux gens qui sont en charge. On vous dit que dans 3 jours, sachez qu'on risque. D'accord. Quand cette alerte, c'est ce qu'on appelle l'alerte, et il dit, les chefs de quartier, c'est-à-dire qu'on part jusqu'aux chefs de quartier. Voilà. Les chefs de quartier sont informés qu'en fonction de votre zone d'action, apprêtez-vous. Et on dit, et les chefs de quartier, je dis l'expérience que je connais, disent aux populations, dès qu'on va vous dire qu'il faut emballer, prenez votre acte de naissance, prenez votre ceci, prenez ces documents, le reste, laissez. Parce que vous voyez souvent les populations dans la panique, ils ne savent pas si c'est l'argent qu'ils ont gardé, si c'est les enfants, ils ne savent pas. Donc,
dans la stratégie d'alerte, il y a la chaîne d'information. Il faut que l'information arrive aux populations de manière qu'ils soient prêts à agir. Et tout ceci se fait selon un protocole. Donc, moi, je voudrais prendre un exemple qu'on pourrait mettre en place pour limiter les... On ne peut rien, il y aura toujours des morts. Vous comprenez? Le problème, comme on me le dit, c'est réduire au maximum les effets. Donc, effectivement, le professeur a prononcé un mot très important, c'est le chef de quartier. Il n'y a pas plus proche des populations que les chefs de quartier, voire même 3e degré. Il faut s'assurer que, à part l'information officielle, les chaînes d'information descendent jusqu'aux couches les plus basses de la population. Parce que la première victime, c'est bien elle. Donc, il faut bien effectivement que l'État prenne les dispositions pour stratifier ces chaînes d'information. Sinon, ça ne sert strictement à rien. S'il faut se limiter à la télévision ou à la radio, annoncer, oui, j'ai fait mon rôle. Non, vous avez fait votre rôle. Mais les gens d'en bas, ils font comment? Ils ont leurs préoccupations quotidiennes. Ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont dans une survie permanente. Et s'il n'y a pas les méthodes qui sont mises en place pour que les couches les plus basses soient informées, ça crée un problème. Moi, j'ai vu de mes yeux, à la Cité SIC, il y a beaucoup de constructions dans les vallées, n'est-ce pas? Malheureusement, les gens achètent... sur la Cité, là. C'est la deuxième fois que vous citez ça. Oui, mais parce que, évidemment, je prends le cas de Douala, parce que si les populations qui ne regardent très peu la télé, qui sont très peu sur la radio, s'il n'y a pas les chefs de quartier, justement, parce qu'il y en a, ils existent, qui descendent dans ces zones à risque pour les informer, tiens, dans 3 jours, dans 4 jours, il y a des risques d'inondation. Mais comment voulez-vous? Moi, j'ai vu des familles dont les photos de famille étaient complètement parties, détruites. Les actes de naissance, comme vous le dites, c'est des réalités. Dans l'extrême nord, où les gens sont plus ou moins enclavés, ou bien sont moins connectés sur les réseaux sociaux, ça crée un souci majeur. Donc l'État en est responsable. Il faut que le MINAD, comme les préfets, les sous-préfets, prennent conscience, je pense que le MINAD le fait, il l'a montré dans la zone du Nozo, effectivement, après les migrations imposées par les Amazoniens, il a réagi de manière assez prompte, de manière assez efficace. Donc la méthode qui a marché dans le Nozo, il faudrait qu'on l'exporte peut-être aussi dans l'extrême nord et le grand nord en général. Parce que je n'ai pas l'impression que les mêmes méthodes qui ont fonctionné là-bas ont aussi été transposées dans l'extrême nord. C'est dommage. Parce qu'en vérité, s'il y a une émission sur cette thématique-là, bien parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des maisons qui sont impactées, parce qu'il y a des lycées qui sont fermés, parce qu'il y a des écoles qui sont fermées aussi. Donc c'est des drames humains. Alors chaque année, c'est bis repetita. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des leçons des drames que nous subissons chaque année? Je ne dirais pas qu'il y aura toujours zéro mort, c'est impossible. Mais prendre la mesure que s'il y a un plan d'aménagement territorial, il faut qu'il soit strictement respecté. Parce qu'en vérité, si on trace des plans, c'est bien parce qu'il y a des risques de mort. Absolument. Et qu'il faut les respecter. Alors on vend des terrains marécageux à tout et n'importe qui, et résultat, c'est des morts chaque année, et puis c'est... C'est sur les réactions des hommes politiques, des acteurs politiques en général. Ok, avant d'y arriver, Monsieur Dipita, je voudrais quand même recadrer certaines choses qui ont été dites ici. Les alertes qui sont données, justement, sont quantifiées. Si je prends celles émises par la direction de la météorologie nationale, je prends simplement le bulletin décadaire, c'est-à-dire sur les 10 prochains jours. On vous dit que sur les 10 prochains jours, voilà le cumul de pluie maximal ou l'intervalle de cumul de pluie dans lequel on pourrait se situer. Il en est de même pour les bulletins climatiques saisonniers, c'est-à-dire sur 3 mois, 6 mois, et même les bulletins annuels ou décennales. Donc on fait des estimations, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire que l'État du Cameroun, M. Dipita, beaucoup ne le savent pas quand vous n'êtes pas dans les sphères de décision de ce secteur-là, vous pouvez épiloguer loin de la réalité. Il faut dire aujourd'hui que le Cameroun s'est doté d'une base de données moderne, une base de données climatique moderne, qui constitue aujourd'hui la mémoire climatique du Cameroun. Ça a demandé à l'État beaucoup de moyens, je ne vais pas donner le montant ici. À partir de cette mémoire climatique, on peut savoir sur les 50 dernières années comment le climat se comporte au Cameroun, dans chaque région de notre pays. Et cette mémoire climatique permet de faire des projections. Vous comprenez? Donc,
Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est bien de parler de chaleur sentimentale, d'émotion en matière d'assistance des gens. Mais je crois que nous tous ici, lorsque on a un malade qui est à l'hôpital ou alors qui est en difficulté, même s'il est encore chez lui, avant de s'y rendre pour pleurer avec lui, parce qu'il ne va pas s'abreuver de vos larmes, il faut pouvoir imaginer quelque chose que vous allez lui garder. Il faut déjà même avoir l'argent de transport vous-même pour vous déplacer et pour y arriver. Il faut maintenant vous dire, est-ce que l'orange que je vais aller lui donner va suffire pour une journée? Il faudrait peut-être imaginer plus pour qu'il tienne. Votre exemple, voilà. Donc, votre exemple caricatural tient compte de celui qui va rendre visite au malade, c'est l'État? Ou bien c'est bien l'État, on parle bien des pouvoirs? Je voulais reprendre le style du professeur qui dit que non, il n'y a pas beaucoup d'amour envers des sinistrés. Je dis non, on ne vit pas d'eau fraîche. Et justement de complices. C'est parce qu'il a dit qu'il y a aussi beaucoup d'affection et d'amour. Parce que là, vous parlez d'équipement. Oui. Là, surtout de l'information. Il y a des gens qui ne savent pas lire, voilà. Qui n'ont pas de téléphone portable. Voilà, donc je voulais dire... Vous que l'information est bien descendue. Parce que moi aussi, je ne sais pas lire, par exemple. Nous n'en sommes pas encore là. Je voulais faire comprendre que... J'ai besoin d'informations. Oui, je voulais faire comprendre que quand on est en situation de difficulté, n'est-ce pas, au bord de la ruine, au bord du désastre, oui. On veut des pleurs autour de soi, mais on veut davantage de l'assistance matérielle, physique, financière, pour se remettre debout. Je voudrais dire autre chose maintenant. On semble un peu négliger la responsabilité des populations elles-mêmes. Quand on dit que les populations ne sont pas suffisamment informées, je dois déjà vous dire que le dispositif institutionnel des services de la météorologie au Cameroun est tel qu'au niveau central, vous avez la direction, au niveau régional, vous avez les services régionaux, au niveau départemental, vous avez des stations météorologiques, au niveau des arrondissements, vous avez des postes pluviométriques, n'est-ce pas, qui permettent donc de relayer l'information pour répondre à la préoccupation du grand frère d'Apa, relayer l'information au dernier périmètre, président national, voilà, au dernier périmètre du citoyen. Et maintenant, le citoyen doit prendre en compte cette information. Malheureusement, il y en a qui doutent encore des prévisions météorologiques que nous émettons. Mais monsieur Dipita, que vous croyez ou pas à ces prévisions, vous subissez. Donc, quand vous regardez les populations de Douala, un environnement que je connais bien, on donne l'information météorologique. Mais vous allez constater que lorsqu'il y a éboulement, comme ce qu'on a assisté à Logbessou il y a peu, c'est des mêmes gens qui ont été informés, qui font le contraire de ce qu'on leur demande, qui vont construire, n'est-ce pas, dans des zones non constructibles, qui s'exposent systématiquement, qui demeurent sur des flancs de collines. Donc, au niveau d'une zone comme l'extrême nord, où l'événement est répétitif, est-ce qu'il faut encore que les populations soient renseignées sur ce qu'ils doivent faire? Elles doivent faire pour, à un moment donné, se mettre à l'abri sur les hommes politiques de l'irréparable. Monsieur Pelé, je suis très déçu. Il ne faut pas le dire. Bientôt, vous direz qu'il faudrait que les autorités aillent fermer votre porte avant de dormir. L'État a une responsabilité. Mais ne dédouanez pas la responsabilité des populations elles-mêmes qui sont au courant des risques. L'État a les moyens d'interdire la construction dans certaines zones. Interdire. Nous sommes d'accord. Mais l'État tolère pourquoi? Alors qu'elle risque de mort. Non, écoutez, nous ne sommes pas ici pour dire tel a raison, tel n'a pas raison. Non, nous sommes là pour tirer des leçons. C'est important. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une responsabilité collective. Non, il n'y a pas de responsabilité collective, monsieur. Parce que l'État a un rôle. Il n'y a pas de responsabilité collective. L'État a les moyens, c'est l'argent de nos impôts. Non, il n'y a pas de responsabilité collective. Si je dis que telle zone est marécageuse, même si vous êtes très pauvre, je n'aurais pas pitié parce que votre vie est plus importante que votre bourse. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, monsieur Dipita, je vais chuter par là. Pour terminer, aujourd'hui, les prévisions sont disponibles en langue maternelle, à travers des radios communautaires. D'accord. Qui permettent... Seulement, mais on n'a plus... Vous n'avez pas répondu sur les actions des Maintenant, au niveau des hommes politiques... En un mot, vraiment. Oui, en un mot, je voudrais dire que des catastrophes comme celle-ci doivent dépasser les clivages politiques, ethniques et tout ce que vous pouvez imaginer. La contribution, et d'ailleurs, nous apprécions les efforts du MRC. Nous les voyons, on voit quand même. Faut dire que... Oui, nous voyons quand même des actes qui sont posés dans le sens d'accompagner l'État. Il a cité la Covid il y a peu. On a besoin de tout le monde
pour construire ce pays, Ce n'est pas le pour rôle des avancer. partis politiques. Il y a l'argent des impôts. Non, monsieur Djamel. Vous avez votre temps de D'ailleurs, tu parole. l'as dit. Ne politisons pas tout, monsieur Djamel. C'est entre autres. C'est pas aux partis politiques de faire. C'est entre autres. Les partis Célestin. politiques- Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Célestin, Non. Je dis que ce n'est pas le Soyons rôle honnêtes. des partis politiques. c'est Voilà. compris, c'est Monsieur compris. Célestin Vous Djamel. terminez, Serge, Voilà, et donc puis, le concours des partis politiques est attendu, celui de la société civile, D'accord. celui des populations, celui, pas bien d'accord. entendu, au Merci. premier rang desquels les Salman autorités Béa. du gouvernement. Monsieur- Parce qu'ensemble, nous allons loin. Monsieur Mpele, vous avez vraiment pris du temps pour vous exprimer sur la question, mais le résultat qui est visible, c'est que l'État est défaillant. non. Monsieur Mpele, vous ne pouvez pas, où vous êtes là, me donner le protocole qui est arrêté pour la gestion d'une telle C'est catastrophe. pas parce qu'il ne peut pas vous le au Cameroun. donner qu'il Je n'existe l'ai pas. pourtant mentionné S'il au vous début de plaît, l'émission. Monsieur Dipita, il ne peut pas me donner ce protocole. Je vais prendre un exemple. Salman. Quand quelqu'un entre en salle d'opération, un médecin entre en salle d'opération, Salman. il y a un protocole. Salman, on peut peut-être dire que le protocole n'est pas adapté, qu'il n'est pas parfait. Pourquoi le protocole n'est pas adapté? Donnez-moi une minute, qu'il est perfectible. Mais on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Pourquoi le protocole n'est pas adapté? Non, ça c'est voilà. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas. C'est là que je Je suis voulais. en train de vous dire, je vous dis, Non, il existe je un vous dis protocole. que moi je ne vois pas le protocole. Non, mais il en existe. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'il est sous les papiers. Il est dans les papiers, comme c'est le cas au Cameroun. Je dis, quand un médecin entre dans une salle d'opération, il y a tout un protocole. Il sait qu'il commence à laver les mains. D'abord, il porte les gants, il comptabilise le matériel Je vous laisse terminer sur ce temps en 30 secondes, mais la question était autour des acteurs politiques. Je suis en train de venir, c'est de ça D'accord. que je parle. Alors, c'est parce que le MRC constate la défaillance de l'État dans ses actions, dans son rôle régalien, que nous sommes dans l'obligation aujourd'hui d'apporter un élan de solidarité. pas là pour suppléer l'État. Monsieur Djamel, je ne comprends pas. C'est nos populations, nous faisons la politique pour les populations. Il faut interpeller le rôle des partis Mais politiques. et si l'État, comme c'est le cas actuellement, est défaillant, nous faisons comment? Imaginez que tu aies dit catastrophe. Même si c'est 10 francs nous allons donner, c'est là le problème. Nous démontrons aux populations de l'extrême nord que nous avons de la compassion. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Actuellement, à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de mobiliser des moyens pour apporter une réponse efficace et efficiente qui pourrait apporter aux populations du Nord un réconfort comme nous l'avons toujours fait avec le Covid-19 à l'époque. Voilà. Donc, Si tu permets. allez-y, monsieur. Nous avons ici au Cameroun les élections locales, municipales et législatives. Les élus locaux ont une mission. Le maire a une exigence de redevabilité par rapport à ceux qui l'ont élu. Dans chaque commune, il y a bien sûr des partis politiques. Mais si vous sautez ces responsables qui ont par vocation le devoir de venir en aide aux populations de manière prompte, et que vous allez fouiller dans vos budgets de partis politiques, il n'y aura jamais assez d'argent, de toute façon, pour venir en aide à toutes les populations. D'accord. Le maire a une responsabilité officielle. D'abord, parce que politiquement, il a été élu. Il représente ses administrés. C'est compris, Célestin. Ce qui est vrai sur le plan local, l'est également sur le plan national. Donc je veux dire que les partis politiques n'ont pas vocation à faire de la charité. C'est compris, Célestin. Elles ont vocation à aller aux élections. Célestin, c'est compris. Salmon, et à proposer une- c'est compris. Salmon, une seconde. Salmon, que je vous redonne la parole. Le temps peut-être pour le prof de mettre un mot, mais je vous redonne la parole, s'il vous Un plaît. petit mot. J'écoute beaucoup mon cher ami Serge. Ça fait 20 ans que je fais de la météorologie. C'est même pas 5 ans. Votre service où vous étiez là. Je suis venu pour prendre les données, c'était dans la poubelle. J'ai payé de l'argent pour que l'alcoolique qui était là me les donne. Ah, prof. Je vous dis, donc, j'assume ce que je dis. Non, vous ne pouvez pas assumer les dégâts que vous faites sur l'antenne. Hein. On les assume tous. Je dis, quand je parle des néons, le Cameroun est l'un des 3e derniers pays au monde qui n'a pas de données. Je vais vous envoyer la fiche. Vous avez lu tous sur le journal où on a dit que le Cameroun était le pays le plus pollué avec la RDC. Je me suis fendu en colère parce que c'est une mauvaise interprétation de ce qui est dit sur le plan scientifique. Il est dit que la RDC, le Cameroun, sont les pays qui ont le moins de données sur
la pollution, entre avoir moins de données et être pollué, on a vite franchi le gap. C'est toujours ce petit glissage intellectuel qui nous fauche. Moi, je suis allé chercher les données au ministère. Les données de pollution, une parenthèse. Non, je reviens, je vais vous dire. C'est l'environnement. Attends, je dis que. Je reviens. Je vais y arriver. Voilà. J'étais en train de vous donner toujours ce petit. Climatiques. Je suis en train de vous dire qu'il y a toujours ce petit glissement scientifique qui perd les gens. Je t'ai posé la question. Combien de stations climatiques, météorologiques il y a au Cameroun crédibles? Je vous dis, Bita, vous venez à mon labo. Plusieurs. Je vous dis, Bita. Vous donner la liste. Oui, ce n'est pas me donner la liste. Est-ce qu'il fonctionne? C'est fonctionnel, c'est effectif. Non, je vous dis, au Cameroun, à l'heure où je vous travaille, je travaille beaucoup. La majorité. Je vous dis, vous vous rendez compte qu'on avait délocalisé un match ici à Japon, je ne parle pas des choses que je connais pas. Je ne parle pas des choses que je connais pas. On se rappelle? En 1972, lorsque l'Office de recherche scientifique sur les territoires d'outre-mer avait au Cameroun 352 stations. Douala en avait 5. Rien qu'à Douala, il y avait 5 stations. Et je peux expliquer pourquoi. Pour la simple raison que Douala est une zone de convergence de 3 phénomènes géographiques. Vous avez le mont Cameroun, qui est à 70 km, qui influence le type de climat ici. Vous avez l'océan qui influence le climat. Vous avez la forêt. Si vous n'avez qu'un seul centre météo, vous aurez de mauvaises données. Quand ils sont partis, la seule centrale météorologique, c'est ce qui est à la SECNA, P30. Au Cameroun, aujourd'hui, il y a à peine. Quand je vous dis, une centrale, c'est même pas que vous mettez quelques météos. Une centrale météorologique doit être reconnue par l'OMM. Ce n'est pas que vous installez dans votre chambre, vous les comptez, non. Ah, je vous dis, moi je travaille beaucoup, j'ai trop de contraintes parce que je travaille beaucoup sur le changement climatique. J'ai tellement de problèmes parce que je ne réussis pas à avoir les données. Les données que tu parles, on appelle ça des données satellites qui, la marge d'erreur, elle est effroyable. J'en ai dans mon bureau. Je ne parle. Je dis, vous venez, vous m'invitez à votre bureau, je vais vous les apporter. Si vous m'invitez à votre bureau, je vais vous. Et ceux qui les relèvent ne respectent pas les règles. Ils ne respectent pas les règles parce que, quand moi, en tant que scientifique, je regarde, je sais que cette donnée-là, elle est fausse. En tant que je regarde, et vous en avez plein. Ce qui fait que quand vous voulez faire des interprétations, elles ne sont pas bonnes. La preuve, c'est que si on vous dit qu'il va pleuvoir à Douala aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr. En Europe, quand on vous dit qu'il va pleuvoir à 14 h, plus tard à 14 h, c'est un pleu. C'est pour dire que parler de banque de données, le Cameroun a une puissante banque de données. Probabiliste, professeur. D'accord, Salomon Béa finit et puis on passe au prochain thème. Hein. Monsieur Dipita, oui. ils ont pris mon temps. Oui, vous avez 3 minutes. Voilà. Finalement, je ne devais pas réagir à la hauteur de mes copanélistes. Mais c'était enrichissant néanmoins, ces interventions. Alors, Monsieur Mpélé, j'étais en train de poser la question de savoir quel est le protocole qui est mis par l'État pour gérer des catastrophes comme celle-là. Ce n'est pas quand la catastrophe arrive qu'on met sur pied un protocole de gestion, non. S'il vous plaît. Okay. Le protocole est là. Maintenant, l'intensité de la catastrophe, on peut faire les réajustements. Par exemple, je prends un cas simple. Si l'eau déborde à une échelle de 5, on a prévu 10 voitures. Si elle déborde à 20, on a prévu 40 voitures. Si elle est à 5, on a prévu 2 hélicos. Si elle est à 20, on a prévu 4. Si elle est à 5, on a prévu 10 voitures de sapeurs. Si elle est à 20, on a prévu 50. C'est de ça que je parle, M. Mpélé. Et quand on regarde l'état du Cameroun, il n'y a pas. Je pose une question toute simple, vous pouvez répondre ou pas. Si le pont sur le Vouri se casse dans la nuit, on fait comment? Vous pouvez me répondre? Allez-y, faites cet exercice. Mais je pense que vous n'avez pas les éléments. Vous n'avez pas les éléments, effectivement, parce que ceux qui nous gouvernent n'ont jamais prévu qu'une catastrophe peut arriver à faire basculer le pont sur le Vouri. Nous avons une seule voie. Le pont sur, nous avons une seule voie qui relie, n'est-ce pas, le Vouri au Mungo. Il y a eu un incident. C'est le pont sur le Vouri. Si ce pont se casse le pont qui va au dans la nuit, on fait comment? Quel sera le temps de réaction? Quel est le protocole qui a été mis sur pied? Chez nous, MRC, par exemple, les mesures que nous avons mises sur pied pour pallier au déficit d'action de l'État,
Oui. Actuellement, comme je vous ai dit, nous sommes en train de mettre sur pied tout un protocole pour apporter de l'aide aux populations sinistrées dans l'extrême nord. Nous l'avons Nous fait. sommes sur le pont, sur le Vouri. S'il vous Vous avez plaît. dit que vous avez... Nous sommes en train C'est de une réfléchir utopie. là-dessus. S'il vous plaît. Nous avons vu nous avons géré le déficit de Ils disent des choses gouvernance. qu'eux-mêmes ne- Nous avons ne géré le maîtrisent pas. déficit de gouvernance de l'État en matière de réaction contre le Covid. Et vous avez vu, cela était excellent partout dans les 10 régions du Cameroun. Et je vous promets que pour le cas de la catastrophe de l'extrême nord, vous verrez aussi les résultats. On va passer au Nous sommes pas en thème. concurrence, cher ami. On va passer Nous au travaillons prochain. tous pour le Cameroun. C'est pour ça que nous disons Vous êtes- que nous eh, devons... à son niveau. Nous sommes Vous là n'êtes pas pour en concurrence, vous êtes déjà- remplacer. vous êtes Nous déjà allons parti, apporter ami. quelque chose Voilà. de différent par rapport à votre façon de faire. Vous êtes déjà à Miami. Seulement, il est important de rappeler que les partis politiques d'opposition ont un rôle. L'État qui est au pouvoir a un Concurrence rôle. Nous l'avons déjà Il mentionné. ne faut Ça pas ne nous- excuser On les passe au prochain thème. responsabilités. Ça ne nous dédouane pas Un parti ne peut pas ça ne pallier nous par dédouane nature. pas de C'est ces compris, actions. faiblesse d'un monsieur. Ça ne nous dédouane C'est pas de ces impossible. actions purement C'est même sociales, pas monsieur son rôle. Célestin Jamel. On va parler à Sauf si vous présent, avez eu les Salmon élus, Béa. Sauf si vous dites que vous n'êtes pas à même C'est de le Saint vous- Germain non, Salmon non, Béa. non, Ouvrons le champ c'est politique. Voilà. Il y a des élus dans chaque Le prochain thème ouvre le champ politique qui Lesquels vous n'avez permettra pas la d'apporter capacité vos de mobiliser arguments. les fonds. Élection présidentielle 2025, ces candidatures qui interrogent, on prend la transition et on y va de tout de go. Il ne faut pas jouer à ce jeu. Il ne faut pas innocent. Alors, cher monsieur, on y est presque. Hein. Je veux dire que on a fermé, on a clôturé pour cette année les inscriptions sur les listes électorales, mais de plus en plus, on l'a dit dès l'entame de l'émission, il y a des candidatures qui se font voir, qui se signalent. On va peut-être dire des candidatures à la candidature, parce que c'est une étape. Il faut déjà que le dossier soit correct et qu'il soit accepté par ELECAM, donc validé comme candidature en définitive. 2025, c'est dans un peu plus d'un an, en octobre. C'est dans presque 13 mois maintenant. 13 mois. Alors, vous, quelle appréciation vous faites de ces prémices, de ces coalitions qui se déterminent déjà, qui présentent leurs candidats pour certaines, mais également des personnalités en individu, des partis politiques qui présentent leurs candidats? Est-ce trop tôt? Est-ce de bon timing? Au regard des profils, on va peut-être pas les citer individuellement, des personnalités désignées en termes de candidats à la candidature, leur expérience, leurs compétences, leur point d'ancrage sur le champ politique. Célestin Jamel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais là, moi, je pense que se porter candidat à une élection majeure, telle que l'élection présidentielle, est un choix personnel. Bien sûr. Maintenant, le timing dépend de la stratégie de chacun et de chaque parti politique. Il est évident qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a peut-être 2-3 candidats déjà déclarés pour l'élection présidentielle. Il y en a qui sont très sérieux, d'autres ne le sont pas. Pour ce qui me concerne, moi, en tant que président du mouvement APA, que j'ai le plaisir et le bonheur de diriger, je fais partie d'une coalition qui est l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique. Nous sommes à ce jour une quinzaine de partis politiques. Et notre créneau, c'est d'abord le dialogue, la concertation et les discussions. On n'a pas mis la charrue avant les bœufs, comme certaines prétendues coalitions. Nous avons pensé que c'est les idées... Il y a certaines prétendues coalitions qui existent. Elles existent, bien entendu, je vais les démontrer tout à l'heure. D'accord. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire prévaloir les individus sur les idées. Les idées d'abord. On se met ensemble, professeur M. Biaké. On s'est dit, on veut un programme commun. Il faut qu'on en discute, qu'on se mette autour d'une table, qu'on trouve un programme commun. On va en campagne sur quelle base? De quel discours on parlera aux populations? On ne proclame pas le Messie avant. Il y a une certaine coalition qui a déjà trouvé son Messie et prétend qu'ils sont une coalition. Non. S'il y a déjà un candidat, ça devient un fan club. Ça n'est plus une coalition. Une coalition, c'est une démarche de concertation, de dialogue. Et nous, à l'ATP, qu'est-ce qu'on a fait? On a pensé que la première des choses à faire, c'était d'abord de mettre en place une déclaration, un manifeste, avec les grands chantiers. Il y en a 12 pour l'ATP. On a fait une conférence de presse en Kondongo, à Yaoundé. La presse était là. D'ailleurs, même ça a été largement diffusé sur STV et vos confrères de la télévision et de la presse. Donc maintenant, les populations savent ce que c'est que l'ATP.
quel est le contenu du programme qu'ils veulent soumettre aux populations. Maintenant, la deuxième étape qu'on a mise en place, c'est le choix des candidats. Pour ce qui nous concerne, on a choisi le mot des primaires ouvertes. Ça veut dire quoi? L'ATP ira vers le peuple camerounais. On va solliciter certaines télévisions d'envergure nationale pour qu'elles acceptent, si elles le veulent bien, un débat parmi les prétendants à la candidature. Une fois que le candidat sera connu, eh bien, il y aura un vote soit physique, soit digital. Ça veut dire un peu comme les awards pour les récompenses des journalistes ou des hommes politiques. On peut voter à distance, évidemment. On peut, à travers cela, demander une certaine diligence financière, que les gens qui veulent bien voter, pour éviter les fantaisistes, puissent mettre peut-être 200 francs, 500 francs minimum, éventuellement. Donc, c'est une démarche méthodique. On commence par se mettre ensemble, on discute sur quoi nous sommes d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord. On produit un document, pour nous ça s'appelle le manifeste, et ensuite on va aux primaires ouvertes. Ça veut dire que nous, on va innover dans le sens que les primaires de l'ATP seront un peu comme le premier tour des élections présidentielles qui n'existe pas officiellement au Cameroun. D'accord. Ça veut dire que on va mobiliser l'opinion, et les candidats, les prétendants vont dire, voilà, moi je pense que la vraie vision pour le Cameroun de demain, c'est peut-être la refondation, c'est la transition, c'est le libéralisme, etc., etc. Donc c'est ça le débat ouvert. Et les citoyens vont comprendre que la politique, c'est aussi de s'enquérir d'une alternative proposée par l'un des candidats. D'accord, merci. Mais c'est un choix personnel. S'il est candidat individuel, ben, qu'ils le fassent, c'est leur choix. Prof, nous, on a choisi bonne la lecture démarche de la coalition. de ce déploiement. C'est intéressant que les gens, c'est leur libre choix de se présenter ou pas sous forme coalition, sous forme comme ils le veulent. Nous, en tant que population, parce que c'est dans cette masse-là que je me situe, mon devoir, c'est de voter en âme et conscience du candidat que j'estime pouvoir remplir les missions ou bien dont le programme me paraît convenir à mes attentes. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas parce que vous êtes candidat que vous allez être président. Donc les partis sont libres de s'organiser pour présenter un candidat. Tout ce que je peux demander au peuple, c'est qu'ils arrêtent d'être, excusez-moi le terme, des moutons. Quand vous allez voter en âme et conscience, c'est pour ça qu'on a mis l'âge de vote à 20 ans. C'est-à-dire que vous avez une capacité de choisir en toute intelligence. Et c'est ça que nous, on demande aux populations, de choisir en toute intelligence celui que vous pensez être le meilleur candidat selon vos aspirations, et vous assumerez vos choix. Parce que le problème, souvent, le peuple fait comme s'il est surpris par le choix qu'il a eu à effectuer. Donc il faut que le peuple sache qu'il a le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est au peuple. Et quand vous faites le choix, il y a deux attitudes. Vous accompagnez celui que vous avez choisi, parce que parfois vous faites un choix et vous ne vous sentez plus concerné. Parce qu'il faut aussi que le peuple, quand vous faites le choix, quand vous décidez de donner une partie de votre pouvoir à quelqu'un, vous devez l'accompagner et le contrôler. D'accord. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Pardon, Salmon Béas. Je vais commencer par dire à M. Célestin Jamen que nous sommes en démocratie. Effectivement, c'est une méthode de travail que vous venez d'expliquer. Ce choix que vous avez opéré de faire ce travail, moi je félicite et j'encourage. Je suis un démocrate. Mais seulement nous avons le droit aussi chez nous, à l'APC, l'Alliance politique pour le changement, d'opérer nos méthodes qui sont nos méthodes. Et nous avons mis sur pied un plan de travail qui est en train d'être fait et dont les Camerounais d'ici quelque temps seront informés de la pertinence et de tous les outils qui seront mobilisés. Je vais vous dire, en ce qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous avons présenté un candidat à l'élection présidentielle de 2018. Ce candidat s'appelle Maurice Kamto. Et nous avons les résultats qui ont été donnés par le Conseil constitutionnel et ceux qui ont été obtenus en dehors de toute fraude. Parce que nous, les acteurs politiques, nous sommes sur le terrain. Nous connaissons comment le jeu politique se fait. Nous touchons la réalité du doigt et nous sommes donc à même de donner en termes de thermomètre indicatif
comment les élections On n'est pas ramené un débat qui est derrière nous. Non, je ne suis pas en train de rentrer dans un débat. Je dis juste que l'élection présidentielle n'est pas un jeu. Ce n'est pas n'importe qui doit se lever pour devenir candidat à une élection présidentielle. C'est pour ça que je pense que le profil en termes de candidature à l'élection présidentielle doit être scruté, non pas seulement par des institutions publiques qui sont en charge de contrôler ces profils, mais aussi par les citoyens qui doivent avoir le droit de regard et de comprendre que celui-ci qui veut candidater est à même et a le stature de la fonction pour laquelle il est en train de candidater. C'est de ça dont il est question. Et chez nous, au MRC, nous avons notre candidat, c'est le président Maurice Kamto. Et dans la plateforme APC, le candidat est aussi connu. Seulement, il est trop tôt pour que nous venions sur un plateau de télévision dévoiler toutes les stratégies qui sont en train d'être opérées. Mais ce qui est sûr, nous aurons un candidat le moment venu et nous allons nous déployer avec les moyens que nous aurons mis sur pied le moment venu. D'accord. Oui, monsieur Dipita, contrairement à ceux qui cherchent encore le Messie, nous, on a déjà notre Messie. Candidat naturel. Voilà, il s'est connu de par nos statuts. Et nous pensons, monsieur Dipita, qu'au regard de ce que traverse le Cameroun, nous sommes dans une zone de turbulence. Crise sécessionniste dans le Nozo, crise extrémiste de la secte Boko Haram dans l'extrême nord, même si c'est maîtrisé en grande partie, crise climatique, le monde traverse des moments difficiles et le Cameroun doit avoir un capitaine qui a de l'expérience, qui maîtrise les dossiers du monde et les dossiers de la République. Et ce messie-là est connu de tous, nous n'allons pas le citer. Nous attendons maintenant. Il s'agit bien du président de la République, si vous voulez l'entendre, son Excellence Paul Biya. Mais alors, pourquoi donc, nous sommes prêts. Si l'élection présidentielle a lieu demain, M. Dipita, contrairement à nos amis d'en face, nous sommes prêts. Parce que nous travaillons jour et nuit, nous sommes un parti en mouvement. Nous n'attendons pas les dernières minutes pour nourrir la poule, notamment le jour du marché, en particulier comme certains. J'entends parler de transition et ça m'embête un peu quand on parle de transition, alors que vous parlez d'alliance pour la transition. On se demande bien d'où vient le mot transition dans un pays qui fonctionne normalement. La transition, c'est parti d'un point A, où les institutions... d'un point B, d'un système vers un autre. Au Gabon, par exemple, on a un président... Monsieur, je veux terminer. Au Gabon, on a un président de la transition, parce qu'il y a eu un coup d'État. Suivez, il y a eu un coup d'État. Alors, au Cameroun, permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi. Je vous avais parlé, je vous ai écouté. Quand vous serez, si vous arrivez aux affaires, on va encore s'exprimer dans ce pays. Oh là là. Vraiment, vous avez... Poursuivez. Voilà. Donc, nous disons que transition est déplacée parce que nous sommes dans une république qui fonctionne normalement. Les institutions fonctionnent bien. On a un président de la République qui gère avec clairvoyance, avec cohérence, avec une certaine constance le pays. Il ne va pas à gauche et à droite à chaque fois, n'est-ce pas? Il ne dit pas A aujourd'hui, demain il dit B, après-demain il revient sur A. Non. Et nous pensons qu'il est encore l'homme de la situation pour l'avenir de notre pays. Monsieur Péré. Oui. Je laisse d'abord Célestin réagir et puis Salmon. Monsieur Péré défend sa chapelle, il ne peut pas avoir un discours différent, donc je ne suis pas très surpris. Mais moi, je ne connais qu'un seul Messie. C'est celui qui faisait des miracles. Je n'en connais pas deux. Si le Cameroun avait un Messie, ça se saurait. Je pense qu'on serait un paradis. Le Messie, le vrai, faisait des miracles. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas croire que le mot transition est un mot univoque. Dans la langue française, il y a plusieurs mots qui sont polysémiques. Dans notre cas, l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique. La transition, c'est partir d'un système vers un autre. Si je suis socialiste ou progressiste, et que le système en place est libéral, il y aura une transition. On part d'un système libéral vers un système progressiste, socialiste ou sociodémocrate. C'est ça le terme de transition chez nous. Ce n'est pas le coup d'État. Nous avons choisi l'option républicaine. Le parti à part que je préside et qui est membre de l'ATP s'appelle Alliance pour une alliance patriotique et républicaine du Cameroun. Je ne peux donc pas être autre chose qu'un républicain.
Nous sommes dans un cadre optionnel des élections, contrairement à certains qui incitent souvent à l'insurrection. Ce n'est pas notre cas. Je n'adhérerai jamais à une coalition qui subordonne l'insurrection ou la révolte. Nous croyons aux urnes, même s'il y a encore des fraudes dans ce pays. Très bien. Mais justement, nous combattrons ces fraudes en allant aux élections. Ça veut dire que pour défendre vos revendications, c'est pas au quartier qu'on le fait. On va aux élections, même si on n'a que 2 voix. La campagne, notamment présidentielle, est une tribune. On prend les gens à témoin, on parle aux gens, on expose son programme. Et comme l'a dit le professeur Roger Biaque, c'est le peuple qui arbitre. Le peuple juge. Donc ne soyez pas effrayés par le mot transition, ça n'a pas de sens. Merci. Vous voulez effrayer les Camerounais. Nous ne sommes pas effrayés. La transition, c'est justement que... Prendre la démarche. Non, c'est l'alternative, si vous voulez, en termes en français. Fin de la facile, séquence propagande. c'est l'alternative en vérité, c'est-à-dire qu'il y a un système au pouvoir, nous en proposons un autre, une transition d'un système vers un autre. Salmon Béas. Ça s'appelle l'ATP. Monsieur, je voudrais comprendre, parce que j'ai en face de moi un jeune qui est brillant. Et quand il parle, vous sentez qu'il a de la matière. Et je voudrais poser une question à monsieur PC, c'est monsieur Dipita qui pose la question. Je voudrais... Vous avez ma permission. Vous avez exceptionnellement ma permission. Monsieur Mpele, Il ne faut pas que ce soit contagieux après. si vous voyez un cas de transport stationné, vous voulez arriver à Yaoundé, et que vous regardez à l'intérieur, vous voyez que le chauffeur a 95 ans, vous allez emprunter ce car? Je vais l'emprunter. Donc, Vous savez pourquoi? non. Je vais plutôt redouter le jeune de 25 ans qui manque d'expérience, qui ne connaît pas la valeur de la vie, qui n'a pas beaucoup appris, comme celui de 90 ans. Voilà. Je serais plus rassuré dans le cas de celui de 90 ans. Alors vous venez entièrement de me donner raison. C'est vrai que dans votre parti là, c'est comme si vous avez tous perdu la raison. Excuse-moi. N'allons pas jusque-là. Non, je pèse mes mots. Non. Vous m'excusez. Non. Nous sommes Parce habitués, que- monsieur Parce Dipita. que, Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas habitués sur ce plateau, Salmon. s'il vous plaît, Salmon, s'il vous plaît, non, Salmon. Je vais enlever cela. Violent. D'accord, merci. Il a corrigé. C'est Je bon, voulais dire ceci. Merci. Merci. C'est comme si vous perdez un peu de lucidité. Pas mieux. Et je pense que le terme là est quand même à poser. En basket, on parle d'accorder Pourquoi avec faute. Pourquoi Et j'ai du mal à Pourquoi je accorder. le dis? Pourquoi je le dis? Non, Pourquoi je le dis? à partir du moment où on fait des jugements de Monsieur valeur, Pelé, Salmon, vous Salmon, êtes conscient, une monsieur seconde, Pelé. avant. À partir du moment où on a des jugements de valeur, ça devient susceptible, La ça devient... lucidité, c'est pas quand même la lucidité. Non, C'est mais pas quand quand vous dites à même. quelqu'un qui La perd de raison, lucidité, c'est pas un compliment non plus. Non, mais c'est pas aussi grave. Parce Non, qu'en c'est fait- grave. En fait, monsieur Dupita, C'est péjoratif. je suis dans l'obligation, je cherche le vocable. Donc je vais Non, vous pouvez utiliser. trouver, mais ne laissez Je pas ne des... vois pas. Dans ce cas, ne le dites Oui. pas. Parce que quand Quelle est la lucidité? s'il vous plaît, Oui. quand je vous écoute, vous êtes jeune comme moi, et vous soutenez un argumentaire comme celui-là, je suis perdu. Parce que monsieur Mpele, Mais parmi les candidats, à la candidature, il y a d'ailleurs combien de jeunes? mon grand-père, Salmon, je vous envoie la S'il vous question. plaît. Parmi les candidats à la candidature, il y a combien de jeunes? S'il vous plaît, je suis en train de venir. D'accord, allez-y. Mon grand-père a 80 ans. Je sais comment c'est difficile pour lui de vivre. Nous avons été à l'élection présidentielle de 2018. Votre candidat, M. Biapol, a fait 15 minutes de campagne. Et dans toutes les 10 régions du Cameroun, c'était la photo qui était placée dans les médias. Est-ce que c'est sérieux? Quand vous êtes jeune, vous développez un argumentaire comme celui-là. Je peux vous répondre maintenant? S'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas fini. Oui. Monsieur Mpele, Nous n'avons plus beaucoup de temps. quand vous avez l'énergie nécessaire, puisqu'un pays, la gestion d'un pays demande Est-ce que l'âge même est un de argument? l'énergie. Non, on ne va pas se déployer. Monsieur Dipita, s'il Mais vous plaît. le risque que vous prenez, Salmon, Monsieur Dipita. le risque que vous prenez, c'est qu'on vous renvoie la même question. Monsieur Dipita. Le risque que vous prenez, c'est qu'on peut vous dire également que vous êtes jeune. Monsieur Dipita. Non, la question de l'âge, c'est pas... Monsieur Dipita, je Oui. n'ai même pas encore parlé de l'âge. Je dis ceci, la mobilité, faire du bus de 95 le ans. déploiement. Mais c'est normal.
normal que quand l'âge augmente, on peut passer. Non, c'est pour ça qu'il faut qu'on recadre. Allons en 2018. Salmon. Allons en Vous avez quel 2018. âge, Salmon. Donald Trump? S'il vous plaît. Oui. Mais Donald Trump, Il peut être réélu. Non, Salmon, Donald attends, Trump. vous insistez, moi je vais vous arrêter. 80, là, N'allons je pas comprends sur pas. l'âge. L'âge n'est pas un élément parlé de objectif, l'âge. mais vous le faites. je parle du déploiement. Non, vous parlez de l'âge, le transport, le bus de transport, du vieux et tout ça. Monsieur Quand vous dites Dipita, jeune, ça fait référence à l'âge. Oui. Monsieur Dipita, quand on dit que quelqu'un est vieux, Oui. ce n'est pas une insulte. Bon, je Et vous je dis- n'ai même pas parlé D'accord, je vous de dis. la vieillesse de Donnez-moi une son seconde. candidat. Donnez-moi une seconde. Oui. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune, n'est-ce Oui, pas? monsieur Dipita. Votre candidat est-il jeune? Bien sûr. À quel âge? Non, c'est pas ça. J'ai parlé du déploiement. Mais- C'est pour ça que je voulais expliquer. Vous me coupez. Non, Pourtant, je parle. non, Pourtant, attention. je parle à monsieur Mpele. Non, Je quittons- dis ceci. quittons- Monsieur Dipita, Non, quittons. monsieur Dipita, c'est mon temps de parole. Non, mais c'est moi qui vous donne le Vous temps. voulez me l'arracher? Non, seul que le débat il est encadré. Oui. Ne sortons pas de ce cadre. Relancez-moi. Non, je vous recadre. Oui. Laissons la question de l'âge pour les candidats. C'est pas un argument J'ai objectif. parlé de ceci. Je reviens, je dis ceci. Nous étions en 2018. Oui, Quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous faites la campagne partout. bien Le sûr. Cameroun a 10 régions. Qui peut donc admettre qu'on présente dans les meetings de campagne une photo Bon, ça c'est autre chose. aux citoyens qui sont des potentiels électeurs? Ce sont des faits. Maurice Kamto a fait les 10 régions, D'accord. les 58 départements, les 360 arrondissements. J'ai compris. Une seconde. Moi, je En pense, 2018. oui, je pense que C'est de ça qu'on. C'est ça il faut le mettre fond de la chose. au cœur de l'opération politique des concepts et des valeurs sûres, telles qu'elles peuvent être regardées avec fierté par nos enfants et nos petits frères. Quand on est dans le champ des idées, le champ politique, qu'est-ce qui prévaut? C'est les idées qui prévalent. Il y a des hommes de 37 ans, 38 ans, qui ont été des dirigeants catastrophiques, qui ont plongé souvent le pays dans des voies assez discordantes. C'est Vous Célestin. pouvez citer un exemple. Vous pouvez citer un Célestin. exemple. La Célestin. France aujourd'hui. Vous pouvez Célestin. citer un La exemple. France aujourd'hui. Célestin, Le on président est tombé français- d'accord qu'on sort de la question de l'âge. Vous pouvez citer un exemple. Non, vraiment, n'insistons Oui, pas non, là. j'insiste pas. Pour dire que ce qui pense. Le président tunisien Essebsi, qui est décédé par son âme, a eu son premier mandat à 88 ans. Il a été élu démocratiquement par le peuple. Avait-il fait une campagne électorale? Il a fait une de 15 campagne, non, minutes? Est-ce il a qu'on peut fait, il a lâcher? fait Seule une question. campagne. Alors, Il a fait une campagne. C'est de ça Non, la non, question. il y a des Parce arguments que là- plus solides que là. D'accord. Non, pas du tout. Serge à la parole. merci, Serge à la merci, parole. merci, Serge à la merci, parole. Oui, on vient d'assister une fois de plus, M. Dipita, à la démonstration, une fois de plus, de l'incohérence, quand même à le dire mon grand frère président national de l'APA, de notre ami du MRC. C'est-à-dire il a dit le contraire de ce qu'il a dit préalablement. Et il a voulu nous démontrer qu'il ne l'a pas dit. Vous pouvez démontrer ce C'est- qu'on c'est- fait. Vous pouvez me dire. Vous avez présenté l'âge de notre candidat, Oui. n'est-ce pas, comme étant une défaillance. Je n'ai pas présenté Après, l'âge. vous êtes, Non, pas du vous tout. êtes, Pas vous du êtes tout. contredit Pas en du disant tout. Pas que... du Non, tout. je dis que c'est Pas du l'excellence tout. de la Donc contradiction. c'est Pas l'autre du qui va tout, nous ce n'est séparer. pas Là, vrai. on va nous sortir Ce le n'est pas séquence. vrai. Ce n'est Voilà, pas de vrai. J'ai parlé de l'incohérence. la mobilité. Et c'est une insulte J'ai parlé de à l'endroit du non, peuple pas camerounais. du tout. Parce Pas que, du tout. en 2018, Monsieur Mpele, lors de la Je vous donnerai la dernière parole à élection condition qu'on ne reparle pas de il y l'âge. avait un jeune qui était Monsieur- candidat, Monsieur le peuple Mpele, a choisi ce jeune- le président ce Paul jeune qui était Donc c'est une candidat insulte a que vous fait la faites campagne dans tous à les l'endroit 10 du régions. peuple camerounais. Maurice Kamto Vous insistez. a fait la Non, campagne attention. dans N'est-ce toutes pas, les 10 régions. trancher le Mais moment votre venu. candidat Ouf. n'a pas été dans débat deux n'est Si pas- régions. vous êtes battu par un candidat Parlons un peu qui des fait programmes campagne électoraux. pendant 15 minutes, Voilà. c'est que vous avez du chemin à faire. Parlons des idées. Vous avez du chemin à C'est la faire. question. Parlons des Vous idées. êtes battu par un candidat pas qui du fait tout. 15 minutes. Pas du tout. Messieurs, Il y a du chemin. Non, parlons pas du des idées. Voilà. Et le prof s'est Pas du d'ailleurs positionné en citoyen, dont un observateur averti. Vous qui regardez la télé, qui suivez certainement les réseaux sociaux, vous regardez le débat dans la rue et autres, avez-vous le sentiment que les citoyens, l'opinion publique, perçoit les programmes électoraux des différents potentiels candidats? En prend-il conscience? Se détermine-t-il par rapport aux propositions des programmes, par exemple? Je vais vous dire quelque chose de très grave. J'ai peur que le peuple camerounais, la population camerounaise n'est pas très cultivée. Ils sont très lettrés, ils ont tous les diplômes, mais en matière de culture, quand vous les abordez, il y a une certaine légèreté. La conséquence est laquelle? C'est que, est-ce qu'ils ont la capacité
à ingérer un programme? Ça, c'est des questions que je me pose. Parce que quand vous sortez souvent d'un certain champ de discussion avec les Camerounais, vous êtes perdus. Il n'y a plus de consistance. Allez discuter avec des Sénégalais, vous sentez des gens qui ont, comme on dit, de la bouteille. Vous savez, avec les Burkinabés, ils ont une contenance. Ça veut dire quoi? Hein? Il ne faut pas dire ça. La culture politique. Mais il assume ses propos. Il assume également les je dis donc, ce qui fait que ce constat m'amène à dire ceci. Il met de dire certains quand même. S'il vous plaît, laissons... allez-y. Vous entrez dans la polémique, je suis champion de la polémique, parce que vous êtes certains, il faut mettre à une proportion. Parce que c'est toujours l'incertitude quand vous dites certains, quand c'est 2%, ce n'est pas représentatif. Les Camerounais. Non, je ne suis pas obligé de les respecter pour qu'ils me montrent qu'ils soient respectés. Je ne les insulte pas, je ne les ai pas insultés. Ce que je dis, et je répète, c'est que ce que j'admire ces derniers temps, c'est les Camerounais, j'ai l'impression que les Camerounais veulent participer à l'activité politique. Ça s'est manifesté par cette volonté d'aller s'inscrire. C'est une première étape, c'est déjà quelque chose à féliciter. Mais dire qu'ils ont lu les programmes, je ne suis pas... Il y a deux choses, lire, comprendre et choisir. C'est quelque chose de délicat. C'est pourquoi je dis que malheureusement, si vous avez, moi allez dans certains pays, vous voyez même un enfant de l'école du collège, quand il vous parle de l'action politique, il a des convictions très ancrées. Bon, les Camerounais, je doute fort. Je ne dis pas que tous les Camerounais sont ainsi. Mais c'est de la faute de qui? Non, je ne donne pas de faute, je fais une analyse, un constat. J'ai dit malgré cela. À cause du régime. Non, je ne juge pas. Malgré cela, ce que je voudrais dire, mon cher Tipita, je suis content de constater que les Camerounais sont allés s'inscrire. Parce que s'ils sont allés s'inscrire, c'est parce qu'ils veulent participer au choix. Chacun fait son choix. Ça, mais le problème, c'est qu'il faut que le choix qui soit fait soit représentatif. Vous savez qu'encore dans certains pays, on a dit que le tiers bloquant, c'est-à-dire que si 20% de la population ne participe pas au vote, quel que soit le résultat, il n'est pas crédible. Bon, aujourd'hui, en augmentant le nombre d'inscrits, espérant que ces inscrits iront voter, on aura fait un grand pas dans le processus démocratique au Cameroun. C'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. D'accord. Célestin, sur le déploiement des programmes, est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui vous écoutent, ceux que vous essayez de sensibiliser, d'appâter, je ne veux pas être léger dans le langage, est-ce que le message que vous véhiculez est reçu, est perçu, est compris par les potentiels électeurs? La majorité des Camerounais, quand même, je dirais pas subjugués, mais quand même écrasés par une gouvernance qu'ils jugent assez négative depuis maintenant 40-42 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que les questions basiques qu'ils confrontent tous les jours, qu'ils ont à confronter tous les jours, qu'il s'agisse de l'énergie électrique, qu'il s'agisse de l'eau potable, qu'il s'agisse des routes, des hôpitaux, etc., parce qu'ils en souffrent dans leur chair, ils en meurent même tous les jours. Ils ont le sentiment que leur vote, finalement, ne sert pas à grand-chose. Et maintenant, pour qu'on assiste à une remontée des inscriptions, il faut que les partis, et je félicite certains partis qui sont mis à l'œuvre pour inciter les gens sans agressivité à s'inscrire, parce qu'il faut bien faire la distinction entre harceler les populations avec des mégaphones et les inciter républicainement à aller s'inscrire. Donc, le peuple n'a pas beaucoup de temps. Ils sont parfois désabusés. Donc il y a des techniques de communication, de discours. Il y a des slogans qui peuvent être, qui peuvent mieux ressentir que d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que vous leur évitez de gros discours stériles. Il faut que vous leur dites, voici en quelques mots notre programme. Voici l'axe majeur de notre programme. Est-ce qu'on va rester dans le système partisan idéologique ou est-ce qu'on se propose comme des hommes politiques pragmatiques qui sommes là avant tout, non pas pour renforcer l'idéologie ou bien la technocratie, mais pour apporter la solution à leurs problèmes. Et là, ils comprendront. Parce qu'ils ont vécu des élections présidentielles après des autres élections présidentielles et finalement, ils n'ont pas eu gain de cause. Maintenant, sur ce qu'a dit le professeur Biaké, il y a une niche d'inscrits qui ne votent pas. Je prends un cas très simple.
En 2018, il y a environ 7 500 000 inscrits. Moins de 4 millions ont voté. Moins de 4 millions ont voté. C'est à croire qu'ils s'inscrivent pour rien, parce que cette niche-là, plus de la moitié qui ne vote pas, c'est plus qu'un parti politique, dont le plus grand parti au Cameroun, malheureusement aujourd'hui, c'est le parti des abstentionnistes. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont volontairement s'inscrire et le jour J vont jouer au 2-0? Or, l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure dans ce pays. Non seulement il faut aller voter, mais en plus il faut aussi surveiller son vote, parce que la fraude n'a pas complètement disparu. Par ailleurs, je me rends compte que les hommes politiques ne sont pas tout à fait unanimes sur la question de la réforme du code électoral, parce que c'est un enjeu majeur. C'est le seul titre qui permet la dévolution du pouvoir. C'est-à-dire que, quand vous avez par exemple l'article 113 bis, on dit que les PV des scrutateurs, parmi tous ces PV-là, seul le PV du président du bureau de vote fait foi. Ça veut dire que le bonhomme, si dans une salle, le bureau de vote, il y a peut-être 8 scrutateurs, le président de ce bureau, qui a souvent l'obédience à RDPC, il faut bien le dire, parce que je les connais tous, j'ai été superviseur à plusieurs reprises, eh bien, il sait que seul lui pourra remettre à la base des CAM le PV. Que dit la loi? La loi dispose que l'enveloppe qui contient ce PV doit être hermétiquement fermée. Moi, j'ai vu de mes yeux ce que j'ai vu. Ces enveloppes sont rarement fermées hermétiquement. Ils ont sur eux des effaceurs liquides. Et la nuit, qu'est-ce qu'ils vont? Ils sortent l'effaceur, puisque seul leur PV compte. Eh bien, ils passent l'effaceur et ils remettent à la dame ou au monsieur de l'ECAM le PV authentique, selon eux. Ce qui fait que vous aurez déployé dans le bureau de vote pour rien du tout. Et le jour dit, eh bien, c'est pas vous. Vous avez peut-être gagné dans les urnes, mais pas officiellement. C'est un grave problème. Les Sénégalais, les Burkinabés, ils savent aussi revendiquer leur vote. Le peuple, s'il est conscient, effectivement, peut permettre aux dirigeants de s'améliorer. Mais un peuple qui est indifférent, passif, je ne dis pas que tous les Camerounais le sont, il y a des Camerounais qui veulent le vrai changement. D'accord. Mais notre rôle aussi en tant que parti politique, c'est de leur dire que mais, si vous voulez le vrai changement, c'est à vous aussi de mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire d'aller vous inscrire et pas seulement aller voter et puis rester à 18h, surveiller les votes. Quand il s'agit d'élections locales, le droit électoral vous permet de proclamer séance tenante, les résultats de chaque bureau de vote et même de filmer les PV. Et les envoyer, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, c'est permis. D'accord. Serge, sur le programme et la perception des citoyens. Eh bien, je pense que le RDPC souhaite que l'abstention, dont M. Djamène vient de parler tout à l'heure, soit fortement minimisée en 2025, parce que nous souhaitons plébisciter notre champion avec le maximum d'électeurs possible. Maintenant, je pense qu'en termes de cohérence dans les programmes, il n'y a pas meilleur programme que celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà. Nos 5 piliers, nos 5 piliers fondamentaux sont connus. L'unité du Cameroun, la justice pour tous, l'intégrité territoriale de notre pays, le progrès social, les libertés qui vont, c'est-à-dire que en s'améliorant, vous voyez comment la scène médiatique du Cameroun est ouverte au fil des temps. On dit n'importe quoi, n'importe comment, et on n'est pas menacé. Le rayonnement du Cameroun, je ne dois pas vous rappeler les dernières sorties internationales du chef de l'État qui témoignent le respect et la considération de notre pays au-delà des frontières. Donc, nous allons continuer à œuvrer pour le bonheur des Camerounais et pour le Cameroun émergent. À l'horizon 2035, nous y travaillons jour et nuit, malgré les chocs externes et de plus en plus justement inattendus qui semblent ébranler le monde. Le Cameroun reste debout et nous avons confiance en notre président de la République parce que l'expérience ne s'achète pas au marché, M. Dipita. L'expérience se bâtit au fil des années et je suis sûr que les Camerounais
qui sont intelligents, contrairement à ce que semblait laisser croire un panéliste sur ce plateau, qui sont cultivés. Ils sont cultivés, les Camerounais. Je dois d'ailleurs dire que c'est l'une des marques qui nous distingue lorsque vous allez à l'extérieur. Quand vous regardez le nombre de brillants Africains à l'extérieur, n'est-ce pas, en termes de culture scientifique, en termes de culture sur le plan de l'ingéniosité, c'est bien les Camerounais. Donc sur le plan de la culture politique, nous croyons à la culture politique des Camerounais et nous savons que le moment venu, ils sauront faire la part des choses entre justement l'expérience à la tête de l'État et justement les comédiens ou alors ceux qui semblent leur vendre du vent au moment où les chocs et tout ce que nous avons mentionné tantôt aujourd'hui conditionnent forcément quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui maîtrise. Alors, chacun de vous, tant qu'il est dans sa position, société civile, enseignant, citoyen, homme politique et autres, je crois que chacun a un aperçu déjà des candidatures qui sont exprimées, mais aussi des potentiels candidats qui pourraient s'exprimer dans les jours, les mois et les semaines à venir avant l'élection présidentielle 2025. C'est la question de sortie. Au regard de tout ce panel-là, êtes-vous serein quant au déploiement politique en période de campagne, quant au profil des personnes qui prétendent à gouverner le Cameroun, quant aux projections même dans le déroulé des élections? Avez-vous le sentiment que à 13 mois, on est sur le bon pied? Je commence par vous pour le mot pour sortir. C'est à moi que la parole est donnée. C'est à moi que je n'ai qu'une seule. Oui, je vous la donne. Je vous la donne. Je n'ai pas été interrogé sur les programmes. Allez-y, vous faites les programmes. Voilà. Faites les programmes et puis vous faites la question de la dernière question. Nous avons été à l'élection présidentielle de 2018. Bien sûr. C'était la première fois au Cameroun. Je dis bien, je mentionne la première fois au Cameroun qu'on faisait un débat sur les programmes. Et vous ne pouvez pas me contredire là-dessus. Le programme du candidat du MRC Maurice Kamto était le meilleur candidat, était le meilleur programme qui sortait, je peux le dire, de l'ordinaire. On n'avait jamais vu. Bâti sur 5 piliers fondamentaux. Les réformes institutionnelles et politiques, la jeunesse et l'éducation, l'économie et la production, le social et la solidarité, et le dernier pilier qui est les relations extérieures que nous avons mis sur pied, nous avons qualifié de pacte avec les Camerounais de la diaspora. Tellement ce programme était limpide que les Camerounais ont massivement adhéré, et je pense que nul était les fraudes massives et barbares qui ont été clairement démontrées avec le contentieux post-électoral de 2018. Si on s'en tenait aux résultats sortis des urnes, le président de la République aujourd'hui serait Maurice Kamto. Donc, si je vais dans la même logique, je suis prêt à démontrer que les élections futures vont encore être le moment idéal pour démontrer au peuple camerounais que nous avons la capacité d'axer notre gouvernance sur les programmes, sur le programme que nous allons prendre soin de déblayer, de démontrer, de mettre à la disposition des Camerounais pour qu'ils puissent comprendre à court, à moyen et à long terme comment nous entendons gouverner le Cameroun. Un Cameroun où les Camerounais se sentiront heureux, un Cameroun où les Camerounais se sentiront protégés. Je vous laisse prendre la parole maintenant. Ok, je suis très surpris quand j'entends mon ami Dieu. Nous sommes sur la question de fin. Hein. Oui, quand il dit qu'ils ont gagné les élections, vraiment, il faut corriger ça, M. Dipita. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aviez la meilleure copie à l'école, voilà un enseignant qui est là, et vous avez 1,4 sur 10. Et vous dites qu'avec 1,4 sur 10, vous avez été. Bon, nous mettons ça sous le label. Ça, bien compris. Il faut corriger ça. Je suis d'ailleurs content que le thème président élu ait disparu. Mettons ça sur le label du discours politique. Lorsqu'on a été élu, on cherche à prouver. Mettons ça sur le label du discours politique. On cherche à prouver qu'on l'a été, ce que vous n'avez pas pu. Ce que vous n'avez pas pu prouver. Je me rends compte que vous n'avez pas compris. C'était une parenthèse. On gagne une élection avec la fraude. C'est une parenthèse. Je vais sortir en disant, M. Dipita, que l'amateurisme, le Cameroun n'en a pas besoin en ce moment.
Les Camerounais n'ont pas besoin d'amateurs. Ils ont besoin d'expérience. Ils ont besoin de quelqu'un qui connaît le pays, qui connaît le monde, n'est-ce pas, pour apporter la meilleure résilience possible. Et pour que les Camerounais soient protégés, ils doivent avoir à la tête de leur pays un homme d'expérience. Et c'est ce que nous travaillons à leur faire connaître et nous sommes sûrs qu'ils ne vont pas changer d'avis aussi rapidement. Nous l'avons dit, nous considérons que le débat post-électoral est derrière nous définitivement. Je crois que 2018 est bien loin derrière. Et nous considérons également que la sortie de piste. Le MRC a beau rôle. C'est l'histoire politique de notre pays. Le MRC a beau rôle. C'est même à la limite son devoir que de le mettre dans le discours. C'est un devoir, c'est un argument politique. Et je reste essentiellement sur le plan politique de dire qu'ils font c'est de bonne guerre que de dire qu'ils ont gagné les élections. C'est ridicule. Je voudrais dire une dernière chose, petite chose, monsieur Dipita. Il a dit une dernière chose, s'il vous plaît. Une seconde. Oui, une seconde, s'il vous plaît. Non, attendez, ne dites pas ça. Termine en une seconde. Oui, je voulais dire en une seconde qu'il a dit que le professeur Maurice Kamto s'est baladé un peu partout dans le pays. Il ne s'est pas baladé. Le président Paul Biya. Rectifié. Bon, il a fait campagne. Le président Paul Biya a fait 15 minutes à Marois. Je voudrais lui dire que le président Paul Biya a une assise, un cas de gage territorial que n'a pas votre candidat. Il doit donc marcher. Il doit donc marcher pour qu'on le connaisse au moins. Qu'on le connaisse au moins. Parce qu'il y a des contrées du pays où ça confirme que le président fait 15 minutes de campagne. Monsieur Pelé, avez-vous déjà vu Paul Biya? Il n'est pas son directeur de campagne. Non, je ne dis pas le contraire. Le président n'est pas tout. Comme au MRC. D'accord, le parti s'est largement déployé. Il n'est pas omniprésent comme M. Donc, en conclusion, le parti s'est largement déployé, mais le candidat, lui, il a fait 15 minutes. On peut le dire comme ça. Voilà, c'est confirmé officiellement. C'est confirmé. Alors, la dernière question, c'était sur le panel. Ça démontre encore la force. Messieurs, on n'a plus que 2 minutes. Et du parti qui le porte. La dernière question, c'était sur le panel des candidats potentiels, ceux déjà déclarés, ceux à venir. Est-ce que vous y voyez de la sérénité, au regard des profils, au regard qui c'est peut-être des enjeux, au regard de comment pourrait se dérouler la campagne future? Je suis toujours embêté quand je suis parmi les hommes politiques. Les joutes politiques où généralement ils sont déshabités par l'honnêteté intellectuelle et ça me gêne beaucoup. Exact. Et ça, je le dis sincèrement, parce que s'il faut défendre son parti en oubliant qu'on a une certaine hauteur d'esprit, ça devient délicat. Et c'est ce que je crains, parce que j'ai dit et je répète. Mon inquiétude, est-ce que les populations, parce que je me considère appartenir à cette zone, vont lire les programmes? Première chose. Est-ce qu'ils vont les comprendre? Est-ce qu'ils vont s'en approprier? C'est à partir de cette base de connaissances qu'on peut faire un choix objectif. Et c'est pourquoi je manifeste mon inquiétude en disant, si ce n'est pas ce paramètre qui est pris en compte pour effectuer les choix, je suis très inquiet. J'espère que je me fais comprendre. Je dis, est-ce que les populations sont prêtes à aller s'approprier les programmes, les lire, les comprendre et s'en approprier à partir de cet instant, sur la base, sur la lecture du programme, je fais un choix objectif. Or, s'il se trouve que les choix sont grégaires sur des bases subjectives, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon ami, tout de suite, ça peut être très très délicat. Voilà à peu près ce que je veux dire. Célestin Djamène, sur la dernière question. Professeur, la politique, c'est un choix honorable, l'engagement dans la vie d'un homme ou d'une femme. On a le droit de choisir de s'engager politiquement, d'avoir un parti pris, d'avoir un camp politique. On n'oblige personne à être encarté dans un parti politique. Donc respecter ceux qui ont fait le choix. Moi, depuis l'âge de 14 ans, je leur reproche de me lancer dans le combat politique. Je ne vous ai pas reproché. J'ai dit que moi, je ne suis pas un acteur politique. Je vous comprends. Ça ne peut pas dire que je ne vais pas faire un choix. Les hommes politiques... Faut bien comprendre. Et là, je vais vous reprendre parce que je dis, attends, Jacques Salomon disait, en politique, il y a ceux qui vivent de politique. Il y a ceux qui vivent pour la politique et il y a ceux qui vivent dans la politique. De quelque manière... Non, attendez, mais je vous connais très bien. Je vous dis, parfois, si on veut être dans les joutes, j'en suis capable. Mais si on veut rester dans un contexte où il y a un peu de la... Je dis, parce que là, vous faites comme si j'ai dit, ne pas faire la politique, c'est comme si c'est une démission. Je dis non. Je te définis les 3 cadres politiques philosophiques. Il y a ceux qui vivent dans la politique,
tu peux te déterminer. Il y a ceux qui vivent de la politique, tu peux te déterminer. Il y a ceux qui vivent pour la politique. Chacun appartient. Est-ce que le secteur auquel tu appartiens, tu joues ton rôle? Nous comprenons. Si toi tu vis de la politique, c'est un choix. Si lui vit pour la politique, c'est un choix. Il y a ceux qui vivent dans la politique. Quand tu es dans la politique, tu as le choix de la faire, de ne la pas faire. Parce que si tu ne la fais pas, elle te fera. Oui. D'accord. C'est pour dire que Un homme pour moi, sortir. je cumule les trois. Non. J'ai vu de la politique, dans la politique et pour la politique. C'est mon choix depuis très très jeune et je l'assume complètement. Je n'ai pas honte de prendre parti. Je ne suis jamais neutre. Dans la vie, pour moi, il n'y a pas de neutralité. Maintenant, je voulais inviter notre cher ami Serge Mpélé de retirer le mot comédien. Le fait que vous souteniez votre champion, tout à fait naturel, mais respectez ceux qui n'ont peut-être pas l'épaisseur de votre candidat, si vous le préférez, mais ne les appelez pas comédiens. Si demain, il y a un candidat autre que le vôtre, il y en aura certainement. Ce n'est pas des comédiens, c'est des candidats camerounais qui briguent la magistrature suprême. Par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que les candidats, aujourd'hui, c'est des gens qui concoctent, dans le cadre d'une coalition ou pas, un programme politique et proposent des chantiers, une vision pour le pays. Ce qui importe, ce n'est pas l'idéologie tellement. Dans le cas du Cameroun, on a besoin de répondre aux besoins immédiats des Camerounais. Qu'en est-il des routes qui tuent, des hôpitaux qui sont absents, etc., etc. Voilà les sujets majeurs où les Camerounais ont besoin d'entendre les candidats et rien d'autre. Maintenant, si vous engagez dans les idées de communisme, je suis de gauche, je suis de droite, je suis du centre, ça ne veut rien dire pour les Camerounais. Merci, Célestin. Répondez à leurs besoins primaires. Merci, Salmon. Et comme ça, vous aurez gagné leur confiance. Monsieur Dupita, je souhaite que vous m'accordiez quelques secondes. 5 secondes, parce qu'il est 23h02. À partir de ce plateau, n'est-ce pas sans souhaiter un bonsoir à mes camarades, amis politiques, qui restent encore embastillés dans les prisons du Cameroun. Je parle notamment de M. Olivier Boubou-Nissak, du professeur Alain Fouguet et de beaucoup d'autres qui sont dans les prisons de Douala et Yaoundé. Merci Salmon, merci Célestin, merci Serge, prof. Merci infiniment à vous également d'être venu sur le plateau et effectivement pour débattre des sujets qui étaient au menu et faire partager votre expertise, vos expertises diverses à notre public. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.